Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je suis Timothée et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live en compagnie de notre orbe préféré, l'orbe du Venexian Sector elle-même, à savoir Vincent. Comment vas-tu, Vince? Hmm. J'écoutais pas tes conneries en pleine transcendance cosmique. Donc Ah, ça fait longtemps que je prête plus attention aux petits trollolo de mortels comme toi. Mais je te remercie quand même d'avoir posé la question. Ça va très bien. Ça va très bien. Sphériquement vôtre ce soir, Vince. Commence à prendre l'habitude. Alors, est-ce qu'on est bon déjà avant de commencer pour de vrai? euh, on va reprendre les bonnes habitudes. Petit test sonore, hein, d'abord. Ça s'impose. Est-ce que les niveaux de Timothée et moi-même sont bien équilibrés? Il n'y a pas trop de différence niveau sonore qui vous obligerait à modifier le volume de la vidéo au fur et à mesure? Est-ce que vous entendez bien la musique de fond? Ah, je suis pas sûr. Je l'entends pas, moi. On a la petite musique de fond, Timmy? alors elle est là. Souvent quand on est à travers le mythe, on l'entend pas, hein. Ça c'est le D'accord, ok, problème ok. Non, c'est bon. malheureusement. C'est bon. Ok. 5 sur 5. On nous dit 5 sur 5. Non, c'est top. Pas de musique. Pas de musique, néanmoins. Ah, la Ah, musique de fond est là, nous disent d'autres. Bon, alors là, les mecs, faut pas de musique pas de de fond, musique, la musique de musique fond. moyen, pas de musique. Quelle musique? Là c'est bon, top pour moi. Musique ok. Ok. Franchement, bon, je, ouais, je vais la monter un peu. Monte-la un petit peu. Ouais, Parce qu'en monte-la plus, un en petit plus peu. elle est Ouais, péchue celle-là, hein, donc voilà. voilà. C'est- Je la voilà. mets juste au niveau où on n'en entend plus. Comme ça, c'est parfait. On recommence la manip à zéro, c'est nickel. En attendant, bon, bah, on commence ce live sur une bonne note déjà. 5 sur 5 d'emblée. Bon, parfait, 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 parfait. J'aime bien la nouvelle disposition que Timmy a faite là, hein. T'as vu, je me Une suis brique permis, après hein, l'autre. j'ai un peu réagencé comme ça, hein, j'aime bien, c'est un, je fais des trucs et Ah, tout, je change les un papiers petit peints, coup à gauche, un un petit petit coup à peu de droite. live staging, histoire de Mhm. redisposer. Bien, Voilà. bien, bien joué, bien joué, bien joué. Bon, alors ce soir, on a plein de choses dont on a envie de vous parler. Mais alors, vraiment plein de choses. D'abord, c'est le dernier live avant le commencement de la campagne Venexian Sector 2. Et c'est pas rien, c'est pas rien. Ça commence samedi. Ça commence samedi. Bon, alors on a plein de choses à vous dire à ce sujet. Vous allez voir, ça va être glorieux. Bon, par ailleurs, on a une excellente nouvelle à vous annoncer. Un petit partenariat là, naissant qui commence entre nous et un autre acteur du hobby. On vous en parlera avec grand plaisir. Ça va être une excellente nouvelle, notamment pour les membres du chapitre, hein, pour nos soutiens. Pas que, mais enfin surtout. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle dont on doit parler. Et bah, comme d'habitude, hein, le petit tour par les news Games Workshop de la semaine, etc., etc. Alors on en est où là? 114 visionnages en cours, ouais, 115, bon, ça, les gradins se remplissent peu à peu. On va peut-être attendre un petit peu avant d'aborder la question de partenariat, tout ça. Et on va attaquer les news assez vite, à mon avis, le temps que tout le monde vienne s'installer, que les gens finissent de manger, qu'ils voient la notification parce que là, on est vraiment en direct, donc YouTube décide de nous mettre en avant que maintenant. Bon. Donc en attendant, un petit tour de chat, et puis on passe au News Games Workshop de la semaine, et on vous parle de tout ça ce soir. Vous allez voir. Alors je vois Une qu'il y a bonne déjà nouvelle. quelqu'un qui dit que la musique est un peu forte. Eh ouais, Le problème eh ben c'est, voilà. qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a merdé, Tim. Je ne sais On a plus. merdé. Bon Après elle est alors, qui on vraiment a dans le stylée en chat même ce temps, hein. soir? Franchement, je Voyons sais pas si vous voir. l'entendez, mais elle est vraiment stylée. Voyons voir, voyons voir. Voyons voir. Laissez-moi énumérer vos pseudos les uns après les autres. Alors, Maxime Bourré, Guilhem Godot, Camo Soro, Florian Jung, Nicolas Le Guen, Joseph Moustaki, Arnaud Ognon, Capitaine Savignac, Mike Panda Cannibal. Bon, c'est bien. Plein d'autres encore. Plein d'autres. Ok, Diablo, Yungar, Rémi Vermorel. Bon, il y a du monde. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte tout ce monde-là? Drix. On ne saurait oublier Drix. Troisième membre de la chaîne à part entière. À part entière. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Son nickel, oui. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il raconte? On va parler de la vidéo Fan Primaris Black Templar un peu? Je pense pas.
pense pas que ce soit au programme. On peut toujours la diffuser pendant le live et puis en causer un petit peu. Moi, je l'ai vue. Bon, elle est... C'est difficile, hein. On devient peine à jouir, on devient vraiment chiant, hein, à ce niveau-là, hein. Niveau réalisation, même fan-made en images de synthèse. Et je vais être honnête, ça m'a pas impressionné. Pourtant, c'est un truc quand même phénoménal, hein. C'est un truc de dingue, hein, qu'un mec tout seul dans son coin réalise ça de son côté. C'est quand même un effort admirable. Mais peut-être un peu blasé par le phénomène Astartes. Quand je compare, forcément, côte à côte, les deux vidéos, je trouve que le rendu du Space Marine est beaucoup, beaucoup moins bon, quoi. Et puis même la voix, tout ça, ça va pas. Donc c'est cool. Ça reste un de mes chapitres préférés, si ce n'est mon chapitre préféré. Donc ça fait plaisir de voir du Black Templar comme ça. Mais enfin, ça n'a pas décoiffé, quoi, je trouve. Alors, Maxime Bourré. Il y a Tipeee Stream. Bon, je suis pauvre. Merci les Grey Knight. Je mettrai 3-4 euros, pas plus. Eh ben écoute, on te prend au mot, Maxime Bourré, on te prend au mot, et merci de nous rappeler à nos devoirs les plus élémentaires. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais balancer le lien du Tipeee Stream pour commencer le live dans de bonnes conditions. Comme ça, bon, si vraiment vous ressentez le besoin, la pulsion de vous décharger de votre argent, vous avez le lien à disposition. Avec moi, mes frères. Putain, le live a commencé, c'est chiant, j'ai pas encore fait un don. Balance le lien dans le chat, je vous facilite la tâche comme ça. N'hésitez pas. Allez, à votre bon cœur, monsieur, dame. Ouais. Bon, maintenant, c'est dit, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans le chat? Ouais, Geeking TV dit c'est pas Astartes non plus, soyons honnêtes. Oui, c'est vrai. Ouais, et en même temps, est-ce que parce qu'une réalisation est peut-être techniquement meilleure que l'autre, ça devrait nous empêcher d'apprécier l'autre? Bon, après, moi, personnellement, je suis pas de ton avis, hein, dans le sens où, en fait, il faut... moi, la manière dont je l'ai vu, en fait, si vous voulez, c'est que c'est une vidéo juste qui est assez basique, pas dans dans la qualité, mais dans ce qu'elle présente, en fait. C'est-à-dire que vous avez peu d'éléments, en réalité, qui sont en train de se déplacer, qui est le plus difficile à réaliser, en fait. Le plus difficile, c'est de faire de l'animation et de faire des mouvements et représenter le mouvement du Space Marine, la vitesse, la puissance, etc. Et en fait, c'est là où Astartes est particulièrement bon, c'est que justement, c'est le seul à avoir réussi à ce jour à atteindre ce truc-là qui représente réellement le Space Marine. Là, le gars, il a fait quelque chose où en fait, il y a des textures qui sont très jolies, qui sont vraiment bien, où il y a une musique derrière, une bonne ambiance et tout ça. Mais après, c'est juste, il filme enfin, si vous voulez, on a juste on filme un Space Marine et des choses comme ça, quoi. Il se passe pas grand-chose de plus en réalité. Et le point négatif, le dernier, c'est vrai que c'est la voix, où en plus, le gars a dû doubler ça lui-même, et déjà, on comprend pas très bien ce qu'il dit, parce qu'il y a pas mal de modifications de voix dessus, et du coup, on comprend pas bien. Et ensuite, on entend vraiment fort son accent russe, qui parle anglais, et qui colle pas forcément avec l'idée qu'on a de la voix et de l'accent des Black Templars. Du coup, c'est un peu particulier à ce niveau-là. Et au global, pour moi, il faut pas le comparer à Astartes parce que c'est pas la même chose. Là, c'est un truc qui ressemble un peu plus à un espèce un peu de test, en fait. Si vous voulez, c'est un peu le test graphique qu'il y avait eu pour lancer... The Lord Inquisitor, non? Oui, The Lord Inquisitor, voilà. Où on voyait des Space Marines qui défilaient. Et des titans et tout ça. Si vous voulez, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que... Et encore, bon, là, il y a moins de... Lord Inquisitor, il y avait quand même un peu plus de mouvement, etc. Mais si vous voulez, c'est un peu le même niveau, quoi. C'est-à-dire vous avez une petite scénette avec, en fait, pas beaucoup d'action. Pas dans le sens de mouvement, même. Et... mais ça suffit en fait pour créer une ambiance et quand même avoir un petit quelque chose, quoi. Donc, mais après, oui, non, c'est sûr que c'est pas. Alors, de deux choses l'une. D'abord, on va chaleureusement remercier Puron Kun qui
vient de nous faire un don de 50 € en nous disant trop hâte de commencer cette campagne. Un Ah gros ouais. GG pour la vidéo d'intro qui est vraiment l'une des meilleures de la chaîne. Merci à toi Puronkun. Merci beaucoup. Merci pour ton don et merci pour ton message très encourageant. Puron qui Ça avait fait toujours participé à la plaisir. première campagne en plus et qu'on avait Qui avait rencontré participé à la première à campagne. Nantes. Exactement. Et ouais, c'est vrai que je me suis un peu plus arraché que d'habitude sur l'aspect visuel de cette vidéo en fait. Le montage, tout ça. Donc ouais, bon, c'est un petit palier en plus, on va dire, qualitativement parlant par rapport aux vidéos fluff habituelles. Bon, ça prend du temps. Je sais pas si ça vaut le coup de peaufiner comme ça pour tout, parce que bon, on a déjà un planning tellement serré pour sortir un nombre suffisant de vidéos. Moi, quasiment tout seul dans mon coin au niveau montage. Enfin, niveau montage, oui, tout seul. Bon, ce sera pas pour toutes les vidéos fluff, mais pour les trucs comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, je me dis ça vaut le coup. Ça vaut le coup, les petites animations sur les artworks et compagnie. En tout cas, j'ai appris des choses en fait dans cette vidéo, donc ça, j'en suis assez content. J'ai appris à me servir un peu mieux de Photoshop, et j'ai appris à me servir d'autres petits logiciels, et puis After Effects aussi. Je me suis perfectionné gentiment. Donc, enfin, non, j'ai consolidé le semblant de base que j'avais, on va dire, plutôt que perfectionner, ce serait plus adapté. Donc, je suis content, j'ai appris des choses. Le timing était trop serré, comme tout ce que je fais sur la chaîne, en fait. C'est toujours trop serré. Je suis toujours en retard, c'est toujours trop... Voilà. Jamais assez de temps. Mais c'était instructif, c'était plaisant. J'ai joué un peu avec différents effets. Franchement, c'était sympa. Personne ne se mettra sur notre route. Donc, Merci Croquette. voilà. Merci à lui, merci à Croquette, qu'on salue chaleureusement au passage aussi, là, pour son don de 10 € au chapitre. Merci beaucoup. Ensuite, bon, on va passer le sujet vidéo d'animation Black Templar dispo sur YouTube. Si ça vous branche, allez la voir. C'est vrai que si c'était à refaire, je pense qu'il vaut mieux la diffuser et après en parler. Parce que là, t'as la moitié du chat qui sait pas de quoi on parle, quoi. Ouais. Tout le monde ne l'a pas forcément vu. Enfin, Tu- donc on va pas s'éterniser dessus davantage. Ça fait Black Templar, je sais pas moi, Animation dans YouTube, et vous tomberez dessus. Je crois que c'est trailer ou forcément, teaser, mais- un truc comme ça. Ouais, premier résultat. C'est un truc, c'est sorti hier ou avant-hier, hein, donc c'est une Ouais, vidéo ouais, qui a moins de 48 heures. Exactement. Donc, bon, n'hésitez pas. Voilà. Je pas trop apprécier les proportions du Space Marine, tout ça, mais bon. Thibaut Terry nous dit, en parlant de l'accent du gars pour Primaris, il me vient une interrogation. Y a-t-il vraiment des accents différents selon les chapitres? Alors, vous pouvez en avoir une bonne illustration en tout cas, dans le jeu vidéo Battlefleet Gothic Armada 2. C'est dans le deuxième, je crois. C'est dans le deuxième qu'on a notamment un Space Wolf qui parle. Et ça vous donnera une bonne idée de l'accent Il parle qu'ils leur comme ont un attribué. poivreau. C'est un choix artistique. Je suis un Space Marine. C'est ça. Pour C'est ça. Ouais. la bière cool. Donc là, vous en avez vraiment la pure illustration avec le vocal, quoi, la voix du personnage. Donc, si vous voulez entendre un Space Wolf prononcer The Sons of Ruth, vous pouvez y aller. BFG2, Fils vous de tapez Ruth. BFG2 cinématique. BFG2 cinématique sur internet, vous tomberez dessus direct. Magnifique cinématique du reste dans le jeu. Et en plus, vous aurez le loisir d'entendre l'accent d'un Space Wolf. Enfin. Bon, on passe à la suite gentiment. Tu nous fais les news, mon Timmy? Ouais, on va faire ça hyper rapidement. Parce qu'on s'en balèque. Alors, où est-ce que c'est? Ici. Voilà. Alors, on va commencer rapido par les précommandes en fait de samedi, qui sont en fait pour les titans d'Adeptus Titanicus, avec un nouveau livre qui vous permet d'inclure des nouvelles règles pour des nouvelles légions de titans, donc The Defense of Ryza, et du coup des nouvelles figurines aussi, avec les titans, les Cerastus Knight, alors 2 Cerastus Knight Acherons et des Cerastus Knight Castigators. Donc voilà, pour ceux qui jouent à ce jeu, des cartes pour aller avec, des stratagèmes. On a aussi des nouvelles sorties pour Middle-earth, le Seigneur des Anneaux,
avec des nouvelles cartes de profil en fait de personnages. Quelque chose qu'on attend avec impatience pour Warhammer 40 000, qui est peut-être le dernier jeu à pas l'avoir de manière régulière pour les sorties. Autre sortie très très intéressante, enfin autre En précommande, avant. une nouvelle bombe de couleurs. C'est-à-dire que samedi sort 3 ou 4 nouvelles couleurs chez Games Workshop, et là, dont notamment une qui s'appelle Runelord Brass, et qui est une base métallique pour justement peindre les Nécrons de la dynastie de Zarek. Et donc là, vous avez une bombe de cette couche de base pour justement peindre vos figurines. Quelque chose d'assez intéressant parce que mine de rien, ça rajoute une couleur supplémentaire dans la gamme des peintures métalliques. Et donc là, ça va être le brass. C'est quel métal ça déjà? C'est le bronze. Non, pas le bronze. Non, c'est pas le bronze. Bah, c'est le. Merde. J'ai regardé en plus avant le live et je me suis rappelé à quel point c'était un métal. Les reins. Ouais, Scorpion, oui. les noms anglais des. Attends, révise tes C'est- couleurs de dragon à Donjons et Dragons là. C'est pas Brass exactement le Dragon. cuivre, c'est le laiton, voilà, exactement. Bravo Galdros. Laiton. Merci. Le laiton, ouais. Et J'ai donc, regardé cuivre. Ah non, j'ai un doute moi. C'est le J'ai un laiton, doute, hein. c'est le laiton Cuivre. en fait. Laiton. Ouais, j'ai regardé avant le live et j'étais c'est le laiton. Le lait. C'est quelle couleur le laiton? Ah, t'as bossé le sujet, hein. T'as bossé le sujet, je vois. Ouais, Ça va pas bah, payer c'est- au final, mais Mais c'est un bel effort. les gars, quand même. enfin, j'ai bossé pour le test et j'ai raté, tu vois. J'ai pas suffisamment Ouais, appris non, ma mais leçon. écoute, Mais c'est- j'avais relu t'as- ma leçon quand même. Tu vois. l'important c'est d'avoir essayé. T'as fait le principal. Franchement, bravo. T'as bossé, bravo. Alors attends, je t'arrête juste une toute petite seconde. Mini pause don. Gentiment. Ah oui, quand même. Alors, Pose de laiton. ouais. Maxime Bourré nous offre 1 euro en disant: je demande parce que je veux bien donner, mais je vais pas chercher le lien non plus. On va pas travailler quand même. Oui, en plus le travail ne paie pas, comme vous avez vu avec Timmy, ça sert à rien de réviser avant le live. Je suis une pub pour l'éducation nationale. Le travail ne paie pas. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Et puis il y avait alors Atriabac. Ouais, Atriabac, c'est ça. Les gars, je monte une armée spécialement pour la campagne de votre faute. Ah, ça y est, il nous blâme. Merci pour tout ce que vous faites, les gars. Vous me faites vibrer avec la campagne. Ah bah, super. Merci à toi, merci beaucoup pour ton don, Atriabac. On ne saurait néanmoins être tenu pour responsable vis-à-vis des conjointes rancunières vis-à-vis d'un investissement inconsidéré dans le hobby. On décline toute responsabilité à ce sujet. Voilà, désolé. Bon, on fait que passer avec nos vidéos. On est que d'humbles troubadours. Bon. Tiens, Allez, Exrur nous précise que allons-y. l'airain est un terme vieilli désignant un alliage de cuivre. Il est notamment utilisé comme synonyme de bronze et de laiton. Pour ceux qui se demandaient, mais le bras scorpion, le scorpion d'airain, n'était-il donc fait de laiton? Ou n'était-il donc fait de laitin? Eh ben, il est fait de bronze et de laiton. L'airain. Voilà. Et après, bon, je passe les blagues sur les laitons et du coup les reins. Enfin, le rein. La rive. Non, bref. Samedi, je crois qu'il y a une nouvelle édition de Warhammer 40 000 qui sort. Bon, bref. Ouais, accessoirement. Accessoirement. Franchement, je suis désolé, hein, tu essaies de me captiver avec Titanicus, mais je m'en fous. Je m'en Ouais, fous un et peu. ben écoute, il y a aussi des romans, mec, qui sortent pour Age of Sigmar. Prophet's Rune, tu vois, quand même. Si tu veux avoir des romans sur comment des steampunk Caradron. dwarfs, là, Caradron Overlords font quand ils sont coincés, tu vois, quand ils ont agrippé des fougères avec leur bateau volant, là. Oh putain, t'es passé trop près des arbres, là, tu fais chier, hein. Ben voilà, après c'est Écoute, je une sais pas. heure de... C'est peut-être un bijou, on le saura probablement jamais. C'est peut-être... Peut-être que c'est. Tu sais quoi? C'est une merveille, ce bouquin, j'en sais rien. C'est une merveille. C'est la future référence de Age of Sigmar, mais personne ne le saura jamais. Ok.
Ok. Donc tant pis. Bon, bah on attend les premiers tours. On attend les premiers tours avant de se lancer gentiment. Bon, un audiobook aussi pour ceux qui font ces trucs-là, et voilà, le reste on s'en fiche. Bon, il y a une nouvelle édition de Warhammer 40 000 qui sort samedi. C'est cool. Non, on s'en Cette fout, agence mec. en priorité, J'ai envie de parler de la campagne. Il y a une application qui va sortir aussi samedi pour Warhammer 40 000. Cette superbe application vous permettra, dans sa version gratuite, de lire les règles de Warhammer 40 000, d'accéder au codex et au supplément des codex lorsque vous aurez acheté vos 10 codex et que vous inscrirez le code qui est inscrit dans ce codex dans l'application. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous achèterez un nouveau livre de règles, donc codex et suppléments, etc., vous aurez un code dessus, vous pourrez l'entrer dans l'application et du coup avoir les règles dans votre application, en plus de votre bouquin. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment sympa. Et en plus de ça, vous aurez un mode où en fait vous pourrez vous abonner et payer un abonnement grosso modo de l'ordre de 5 €. Et où du coup vous aurez un army builder pour construire vos listes d'armées, pardon. Référencer toutes vos règles rapidement, donc ça c'est très probablement quelque chose qui va vous permettre de récupérer uniquement les règles de votre armée et des figurines que vous utilisez. Et dès le lancement dès samedi en fait, dès le lancement de l'application, vous aurez accès en fait à toutes les règles de la 8e édition et donc de tous les codex. Tant que ceux-ci sont encore valides, c'est-à-dire tant qu'ils ne sont pas réédités. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympa aussi. Moi je sais que personnellement c'est quelque chose sur lequel je vais me ruer pour au moins jeter un œil en fait, voir ce que ça donne. Et je suis assez content de voir ce truc là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette application ? Est-ce qu'on sait si ce sera en français ? Est-ce qu'on sait ? Ça, c'est la grosse question. Parce que justement, on a eu zéro info par rapport à ça, enfin à ma connaissance. Le seul truc, mais c'est même pas un élément par rapport à ça, mais c'est qu'aujourd'hui, Games Workshop a envoyé un mail pour dire qu'en fait, maintenant, il crée un... Si vous voulez, vous avez un seul profil qui vous permet qui s'appelle le My Warhammer et qui vous permet du coup d'accéder à tous vos comptes en fait. Donc d'accéder aux différents comptes gamesworkshop.com, Forge World et Black Library en fait. Dans le but de tous les unifier sous un seul mot de passe. Un mot de passe pour les gouverner tous. Et la seule différence, c'est que du coup sur ce truc là, tu peux choisir ta langue et ton pays. Bon, maintenant, de là à croire que l'application sera traduite, je ne sais pas. Honnêtement, j'espère que ce sera traduit et disponible en français, parce que sinon, ça va vraiment réduire l'utilisation, en fait, tout simplement par les personnes en France. Ce qui serait dommage, parce qu'en fait, je pense vraiment que cette application, elle a moyen de devenir un truc vraiment obligatoire pour les tournois en fait. Que ce soit un peu leur manière de dire les règles qu'on prend, c'est celles-là, c'est celles qui sont dans l'application, qui sont mises à jour, etc. Donc voilà. On verra. Ouais, tout à fait. On verra. Écoute, moi, je veux pas me prononcer sur une application avant de la voir fonctionner vraiment, avant de la voir tourner, avant d'expérimenter l'achat de codex, la numérisation du dit codex, la consultation de celui-ci. Enfin, j'attends de voir vraiment comment ça fonctionne. De même pour l'army builder, le list builder, là, compris dans l'application. J'attends de voir tout ça en fait vraiment, très concrètement. Je veux le voir tourner un petit peu avec les nouvelles sorties et tout. Et après, je me prononcerai. Pour l'instant, moi, je reste sur la réserve par rapport à ça. Bon, bah, on verra. Vince se déploie en réserve. Et on a Doctrax Productions qui dit oula, on n'aime pas Age of Sigmar ici par rapport à ce qu'on vient de dire sur le bouquin sur les. C'est bien, il lui en faut peu. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout le cas. On adore Age of Sigmar. On trouve que les règles sont vraiment bien en plus, donc non, c'est vraiment. Mais on adore Age of Sigmar, on fait partie des rares à adorer Age of Sigmar depuis la première heure. Mais de base, c'est vrai que la couverture du bouquin, en termes de. En fait,
Quand on a la V9 qui sort samedi pour Warhammer 40 000, c'est vrai que le boulot est difficile pour Tim d'alimenter la section news avec des choses qui interpellent un minimum et qui sont intéressantes par rapport à ça, quoi. Et le Ouais. bouquin sur les Caradrons ne parvient pas à rivaliser. Voilà. Sinon, Age of Sigmar, glorieux, glorieux. Ouais, Potentiel non, en plus, de on décor adore, hein. démentiel et infini. Potentiel d'armée magnifique. J'adore, j'adore. Enfin. Alors, Toujours Warhammer 40 000, des facs ont été release pour les différentes armées, justement, pour les rendre compatibles avec votre armée. Répondre à quelques petites questions avant le démarrage de cette nouvelle édition. Vous pouvez les récupérer sur Warhammer Community. Bon, celle-là, je l'ai rajoutée, mais si vous n'êtes pas au courant, je pense que c'est que vous n'êtes vraiment pas intéressé. Si vous avez raté la boîte Indomitus, Games Workshop utilise utilise la rhétorique du boucher, en fait. Et on vous en fait une, hein, on vous la met quand même. Et du coup, vous pouvez récupérer une boîte d'Indomitus qui sont faites en made to order. Donc, vous pouvez placer votre commande et grosso modo, vous la recevrez entre samedi et plus 120 jours. Donc, vous l'aurez d'ici la fin de l'année. ouais, c'est ça. 4 mois maximum, quoi. Exactement, ouais. Et, Est-ce qu'on fait une pause une seconde? Est-ce qu'on a envie de dis-moi. rentrer là-dedans vraiment ou pas? Pour parler de cette fameuse boîte Indomitus, de sa quantité limitée, tout ça. Est-ce qu'on fait un crochet pour s'y arrêter? C'est vrai que ça a déchaîné les passions, ça, la semaine passée. On en cause une seconde ou comment ça se passe? Le chat a peut-être envie d'en On va parler. vous en faire une, hein. J'ai envie de se lâcher par rapport à ça. C'est vrai que ça fait bizarre, putain. Mec, moi j'ai vu ça et j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Bon, on vous en Ça fait fait une. bizarre. Ouais. Est-ce qu'on a envie d'en parler? Bon, écoute, on peut en parler rapidement. Un crochet vite fait. Pour dire quoi d'intéressant, là, telle est la question. Non, grosso modo, on peut rappeler l'histoire, mais en fait, du coup, c'est que il y a quand même eu un peu une sorte de couac, entre guillemets, de la part de Games, où ils ont sorti... ils ont mis des boîtes en précommande. D'après eux, ils en ont mis une quantité astronomique qui était plus qu'ils n'ont jamais mis de quantité d'autres produits qui les ont vendus. Et ils pensaient que ce serait suffisant. Et tout est parti en une demi-heure au maximum, si ce n'est moins. Le site a planté plusieurs fois au moment de la mise en préco. Et ça a énervé énormément de monde. Il y a aussi eu pas mal de problèmes comme quoi la gestion auprès des revendeurs indépendants a été complètement chaotique, avec des quantités allotées à chaque revendeur complètement aléatoires. Et du coup, ça a pas mal crisé sur Internet, hein. Et Games Workshop a répondu en faisant une boîte made to order. En faisant en sorte que la boîte soit disponible en made to order. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, beaucoup de gens considèrent que ce move a été la plus belle chose que Games ait pu faire pour couper l'herbe sous le pied des scalpers, Des spéculateurs. les spéculateurs, voilà, exactement. C'est-à-dire les personnes qui achètent les boîtes en édition limitée uniquement pour les revendre après plus cher sur eBay ou le marché de l'occasion, etc. Du coup, en fait, Games Workshop a basiquement poussé ces gens, enfin leur a permis d'acheter plein de boîtes et derrière leur a d'évaluer la valeur potentielle de leur boîte, donc en coupant leur possibilité de spéculer. Donc voilà, Ouais. pour résumer un peu l'histoire. Est-ce que tu... Ouais, en gros, oui, en gros. Même si, le dernier sentiment que tu évoques là, effectivement, ça. C'est un avis, hein. Enfin, c'est un avis d'Internet. Hein. C'est un avis d'Internet. Oui, ça a un peu coupé l'herbe sous le pied des spéculateurs qui auraient acheté plusieurs boîtes pour les revendre à prix d'or plus tard, en misant sur la pénurie. Oui, bon, certes. Maintenant, c'est vrai que le sentiment le plus répandu que moi j'ai pu observer, c'est surtout j'ai pas pu avoir ma boîte, bordel, quoi. Bon, pas mal de gens qui ont les boules par rapport à ça. Et qui l'ont plutôt mauvaise en fait par rapport à la commercialisation de cette boîte-là. Il faut reconnaître que c'est
c'est une décision, c'est une opération qui tout de même fait perdre un peu de crédit à Games Workshop, je trouve. Parce que, tout simplement, comment ils l'ont annoncé avant sa commercialisation, avant les précommandes et tout. Nous, on a, enfin voilà, la communication, que ce soit en externe, en interne, etc. Bon, elle était la suivante, initialement. C'est une boîte pour célébrer le lancement de l'édition. Donc c'est une boîte qui ne sera pas éternelle, c'est une boîte qui est commercialisée temporairement. C'est pas une édition limitée en ceci qu'il y aurait une quantité fixe, prédéterminée, au-delà de laquelle on ne pourrait plus jamais la commander. C'est pas bon, on va faire 6000 boîtes et puis voilà. Hein. C'est au lancement de cette édition, cette boîte-là sera disponible. Ça n'est pas la boîte de base, même si elle y ressemble à s'y méprendre. C'est une boîte destinée aux joueurs vétérans. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de maître à l'intérieur. Une boîte destinée aux joueurs vétérans, mais... ni dés ni maître, exactement. Ça fera un meilleur slogan qu'on va vous en faire une, ça. Donc, ni dés ni maître. Donc c'est une boîte pour ces joueurs vétérans, pour le lancement de l'édition. Elle est intéressante, il n'y a que de nouvelles figurines, superbes, en grande quantité, financièrement, c'est assez intéressant, bon d'accord. Et par ça, c'est vrai qu'ils indiquaient plutôt qu'il y aurait une limite dans le temps, en fait, par rapport à la commercialisation de cette boîte. Exemple, 6 mois. Quoi. Elle sera disponible 6 mois. C'est pas une édition limitée à proprement parler. Il n'y aura pas de pénurie en 1h30. Elle est limitée dans le temps, quoi, plus ou moins. Bon, il y a déjà eu des incompréhensions, des mouvements de panique de la part des revendeurs par rapport à leurs commandes, de la part des clients eux-mêmes. Enfin, les gens sur le net pètent un câble par rapport à ça. Malheureusement, Games Workshop, quelque part sur ce coup-là, leur donne plus ou moins raison, en ceci que, effectivement, c'était comme... ça s'est passé exactement comme pour des éditions limitées, qu'on voit passer parfois. En 1 heure, il n'y a plus rien de disponible sur le site Games Workshop dans le monde entier. Quoi. Le site crash, comme à son habitude, et ils ont été dévalisés de toutes leurs boîtes. Et derrière, effectivement, système un peu de précommande, en quelque sorte, hein. On vous les fera à la demande. On va vous en faire une, ma petite dame. Hein. Voilà, par rapport à vos commandes. Je trouve que ça leur fait perdre quand même pas mal en crédibilité de ce point de vue-là. C'est pas vraiment glorieux. Maintenant, ma lecture de la chose, c'est que, à mon avis, ils accusent le coup quand même, mine de rien, de la crise du Covid-19, hein, et puis de l'arrêt complet de leur usine concrètement pendant 2 mois. Alors évidemment de leur point de vente, tout ça, bon bien sûr, mais également même de leur usine de production, hein, tout simplement. Stoppé pendant 2 mois quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Ils accusent le coup et je pense qu'ils voulaient faire une opération propre et nette, rapide et très rentable. Si à la rigueur ils avaient pu, entre guillemets, alors pour une boîte bien établie comme ça, je vais dire s'abaisser à faire une campagne Kickstarter de précommande, quoi, comme le font beaucoup de boîtes qui ont recours à Kickstarter uniquement comme plateforme de précommande. S'ils avaient pu le faire, si ça passait par rapport à leur image de marque, là, limite, ils l'auraient fait, quoi. Pour se refaire rapidement, gonfler les chiffres, faire un bon bilan financier sur l'année, faire le hold-up un peu de, en 2 heures, on a vendu X milliers de boîtes, voilà. C'est rentabilité instantanée, pas de stockage, etc., etc. Ne pouvant pas le faire, ils ont eu recours à cette stratégie, je pense, qui est délibérée à mon avis, hein, c'est volontaire, hein, qui du coup les amène un peu à une situation où on sait que la quantité initiale va partir de manière inévitable et on sait que derrière on va reposer sur un système de précommande. Donc ça va être une opération très intéressante, forcément. Encore une fois, on évite comment dirais-je, toute la séquence stockage, magasin, etc., écoulement au compte-gouttes. Non, c'est propre et net, tac, tel bénéfice en 2 jours, quoi. Voilà. Alors, bon, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux, mais bon, lancer cette nouvelle édition juste après quand même la crise du Covid, faut reconnaître que c'était pas évident. Ça a et forcément peut-être joué un peu là-dessus. Que peut-être que la commercialisation de cette boîte sous cette forme-là était un peu salvatrice. Donc, il y a pas mal de commentaires qui sont assez intéressants à lire. Alors, on a déjà
Gianti qui dit officiellement, d'après mon vendeur Games Workshop, ils ont prévu plus du double de boîtes que ce qui avait été vendu pour la V8, plus 50 000 boîtes. Et 40K Wargamer TV dit quelle grosse blague, la boîte est déjà sur eBay à 300 balles, c'est vraiment moche ce qu'a fait Games Workshop. Trop de frustration, dans mon club 15 personnes en voulaient, 3 en ont. Bon, au final, ces personnes elles peuvent quand même l'acheter sur le site de Games, donc ça c'est pas... Je comprends la frustration au départ, après une fois que la boîte est disponible, là maintenant ils peuvent la prendre. Et il y avait un autre commentaire en fait, surtout auquel je voulais répondre, qui était Geeking TV qui disait tu vas pas me dire que Games pouvait pas en prévoir suffisamment en sachant que ça serait une des boîtes les plus vendues. Alors je pense que si, ça c'est justement le truc qu'il faut accepter, c'est le fait que l'erreur est tout à fait possible et que Games Workshop n'est pas infaillible, loin de là, et que d'accord, ils ont forcément des historiques de vente pour s'appuyer dessus, etc. Et plein de comment dire, ils savent ce qu'ils font, ils savent combien ils ont des prévisions, des choses comme ça. Maintenant, on peut prévoir tout ce qu'on veut, une prévision est systématiquement fausse, et après la question c'est de savoir de quel ordre. Et si jamais il y a le double de personnes qui ont voulu acheter la boîte, c'est pas du tout impossible en fait, c'est pas du tout impossible. Je trouve que les gens qui considèrent que Games Workshop ne savait et que il est inconcevable en fait qu'ils se soient trompés, c'est un peu considéré qu'ils sont un peu un peu considéré que Games Workshop est infaillible, et ça c'est pas le cas, et ils nous l'ont montré en fait régulièrement au travers de différentes éditions collector qui parfois sont disponibles assez longtemps parce que justement elles sont en fait trop produites. Donc il y a certains produits qui produisent en trop grande quantité et il y en a d'autres qui produisent en trop faible quantité. Et ça arrive. Deux choses. C'est juste ça. Hein. Deux choses. Ouais, intéressant ce que tu dis. Deux choses. On va lire un peu les dons, évidemment. Et puis, je trouve que Moro Zérétique... Ah, je l'ai. Moro Zérétique nous dit dans le chat, une bonne formulation, je trouve, peut-être un peu plus drastique que la réalité, mais quand même qui illustre bien le truc. Il nous dit, il faut pas oublier un truc. S'ils n'en font pas assez, ils en refont. S'ils en font trop, ils coulent. Voilà. C'est ça, l'état d'esprit, en fait, si vous voulez. C'est pour ça que Kickstarter a recours à tellement de boîtes plus modestes ont recours à Kickstarter comme plateforme de précommande, plutôt que vraiment comme moyen de financement d'un projet embryonnaire. C'est pour ça qu'on voit des opérations comme ça s'exécuter un peu partout dans le monde et au niveau de toutes les boîtes. C'est ça l'état d'esprit. Encore une fois, s'ils n'en font pas assez, ils en refont. S'ils en font trop, ils coulent. Voilà, c'est ça qu'il faut garder quelque part en tête. C'est assez peut-être plus drastique que la situation réelle, mais c'est l'état d'esprit, quoi. C'est l'état d'esprit. Enfin, donc tout ça pour dire que, pour conclure là-dessus... Vous pouvez commander votre boîte. Si jamais vous ne l'avez pas eu. Déjà, si... Interrogez-vous vraiment, est-ce que vous aviez besoin réellement de cette boîte ou est-ce que vous avez juste besoin du livre de règles de la V9 pour passer à la V9, quoi. Parce qu'auquel cas, le livre de règles, il n'y a pas de problème, il est dispo et sans délai particulier. Si néanmoins vous aviez vraiment besoin de cette boîte parce que vous êtes tombé en amour avec les nouveaux Space Marines ou les nouveaux Necrons, effectivement c'est dommage de l'avoir loupé, on partage votre peine. Soit vous la commandez sur le site, l'attente sera un peu longue. Soit non, il n'y a pas vraiment d'alternative en fait. Pour le coup, c'est un peu tout ce qui reste à l'heure actuelle. Tu peux l'acheter à 350 boules sur eBay. Oui, a priori, oui. Voilà. En tout cas, nous on est content d'en avoir fait gagner une la semaine dernière à Jean MS. Nos soutiens. Jean MS a gagné sa boîte Indomitus que Games Workshop nous avait envoyé à nous personnellement. Bon alors, je lis les dons et on avance. Alors il y avait Ebara qui nous dit: est-ce que la relique a des dents tronçonneuses? Comme ça, comment ça, tu m'as dit qu'on laissait tomber le schmilblick pour trouver la relique? Me tarde le prochain stratégium. Okay. On verra tout ça dans le prochain stratégium. Ouais, voilà. Est-ce que la relique du chapitre des Planet Warriors a des dents tronçonneuses?
auquel cas j'imagine que ça en ferait une épée tronçonneuse. D'ailleurs, non. si vous n'êtes pas membre du chapitre, le prochain Stratégum aura lieu, alors non pas ce vendredi-là, mais le vendredi de la semaine prochaine, le 31, et nous révélerons la relique que nous avons reçue, la relique Ouais. du chapitre des Planet Warriors. Ouais. Et vous allez voir qu'il y a de bien meilleures raisons de rejoindre le chapitre encore. Bon, Ouais. je vous en En parle plus, dans un instant. Quoi Maxime plus Bourré nous dit: j'ai du mal à croire qu'une multinationale comme Games Workshop n'anticipe pas la rupture et ne prépare pas tout le marketing derrière. Pour moi, il y a eu pénurie volontaire pour arriver derrière comme des sauveurs. De plus, je trouve que cracher à la figure des revendeurs indépendants qui font vivre leurs produits, qui font découvrir leurs jeux, c'est totalement décevant. On leur jette 3-4 colonels histoire 2. Ah oui, on leur jette 3-4 colonels histoire 2. Donc il fait référence aux colonels Katasha en édition limitée qui ont été entre guillemets offerts aux boutiques indépendantes par Games Workshop. Et après, pour la V9, on se passera de triste. Ouais. Alors je suis pas aussi drastique du tout dans ce que je tire de cette opération là de vente de la boîte Indomitus. Loin de là par rapport à Games. Néanmoins, je reconnais qu'évidemment, ça soulève aussi la problématique derrière du statut des revendeurs indépendants, etc., de l'ère de la consommation en ligne, du fait que ce soit plus avantageux pour eux, mais que finalement aussi ça corresponde au goût et aux souhaits, aux habitudes de consommation de plus en plus de clients, de commander directement sur le site du fabricant, quoi. Ouais. Et ça, je crois que c'est un mouvement, c'est une vague de fond un peu inéluctable. Ça se produira dans bien des domaines. On pourra en reparler volontiers. Ouais, et puis il y a toute la particularité aussi de la situation, dans le sens où Games Workshop vend ses produits lui-même, et en même temps, et c'est là où il marge le plus, c'est là où il se fait le plus d'argent sur un produit, ou alors le revend à des revendeurs et gagne la moitié en fait dessus. Je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, merde, je me suis perdu dans mon idée. Je sais plus. C'est plus intéressant de commander en ligne, je sais pas. Oui, en fait c'était pour appuyer ce que tu Games. disais, mais Ouais. je sais plus. Alors, bon. Je vais rester, je vais réfléchir. Ouais. Je crois qu'on a déblayé tous les petites rubriques de début de live, les trucs habituels. On va pouvoir passer à des sujets un peu plus substantiels, un peu plus consistants. Alors, le premier, ça va être qu'on est extrêmement fiers et heureux. Ah attends, j'avais autre chose moi. Oh non, attends, plus tard. Place, franchement, c'est plus important. Le deuxième roman sur les Idonat Deepkin pourra attendre un petit peu peut-être. Donc on est extrêmement heureux de vous annoncer la naissance d'un nouveau partenariat entre notre chaîne Planet Wargame et la boutique de vente de figurines et différents produits hobby Kikommence.fr. Voilà, c'est sous cette identité-là qu'ils sont connus en ligne. Ils ont une boutique physique, naturellement, mais également un très bon site de vente en ligne dont on a pu tester les services avec Timothée. On a passé des commandes déjà, commandé des figurines supplémentaires pour les Space Marines du chapitre des Planet Warriors. Hein. Donc on a déjà testé et approuvé cette boutique en ligne. C'est rapide, c'est fonctionnel, c'est très bien. Leur site de base, excellent. Très pratique, très bon et tout. Bon, malheureusement, ils sont sold out sur Indomitus, hein, désolé. Plus de boîtes Indomitus, ouais, malheureusement. Pourtant. Plus de boîtes Indomitus. Pourtant, ils en ont reçu une quantité très très importante, d'après les discussions que j'ai eues avec les patrons et tout. Bon. Donc, Kikommence.fr. Je vous envoie le lien dans le chat. Vous l'avez dans la description de la vidéo. Hein. Tous les liens utiles sont de toute façon dans la description de la vidéo pour ce soir. Et vous avez même des petits spoilers sur la suite du déroulé du live si vous allez dans la description. Mais je vous le balance dans le chat. Donc, ils en avaient, comme nous dit Robin Schneider, une quantité assez phénoménale d'Indomitus. Ils les ont toutes vendues. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne boutique, c'est fonctionnel, c'est clair, c'est carré, c'est épuré. Ça tourne à plein régime, ça marche bien. On a eu les patrons au téléphone, parce que ça fait longtemps qu'on recherche un partenaire qui puisse offrir quelque chose d'intéressant à la chaîne. On l'a trouvé,
déjà partant pour organiser éventuellement des événements de jeux narratifs avec nous, etc., etc. Mais surtout pour la partie qui va vous concerner, ils sont partants pour faire une bonne réduction sur tout le catalogue produits Games Workshop 9 pour les membres du chapitre des Planet Warriors. Donc de base, sur quicommence.fr, vous avez 10% de réduction, c'est comme ça. Voilà. C'est une marge, on va être honnête, hein, qui est pratiquée par de nombreux revendeurs indépendants. Enfin, c'est une réduction, pardon, qui est pratiquée par de nombreux revendeurs indépendants. Pour nos petits Planet Warriors chéris, ils consentent à appliquer 11% supplémentaires, portant le tout à 20%. Voilà. Ça, c'est le petit problème mathématique de la soirée, sur les pourcentages, tout ça. Quoi? Mais putain, mais 10 plus 11, Vince, ça fait pas 20. 10 plus 11 égale 20, mon pote. Bah si. C'est... Ouais, bon, bref. La magie des mathématiques, tout ça. Mais on tenait à ce que, compte tenu de leur réduction déjà, pour tout le monde, hein, vous pouvez y aller, là, cliquer sur le lien, faire votre shopping, 10% de base. Livraison rapide, je suis tout ça, dessus tout ça. et du coup, vous voyez que vous avez économisé 10%, c'est le tarif de base. Exactement. Voilà. Mais pour que ça fasse un vrai bon 20% pour les gens qui font le choix de nous soutenir sur Tipeee, bah, il fallait ajouter 11%, pas 10, puisque comme ça fait un vrai 20%, entre guillemets, quoi. Plutôt que, voilà, si tu retranches 10% de 90, enfin bref, je m'enfonce dans mon truc. Mais, donc ça veut dire que dès ce soir, tous ceux qui nous soutiennent en fait sur Tipeee mensuellement seront ravis d'apprendre qu'ils peuvent d'ores et déjà, à l'aide d'un code de réduction, commander sur quicommence.fr leurs figurines à 20% de réduction sur les produits Games Workshop 9. Voilà. Et ça peut être très vite substantiel, quoi. Ça vous fait une bonne raison de plus de nous soutenir. Parce que tout simplement, ça peut être gratuit très rapidement, à partir du moment où vous commandez par exemple en moyenne, on va dire 50 € de produits hobby par mois. Si vous achetez habituellement à 100% du tarif Games Workshop vos figurines, déjà votre soutien de 5 € à Planet Wargame, il est intéressant. Si vous commandez 50 € par mois, moins 20%, ça vous fait 10 € d'économie, et vous nous payez que 5 € par mois, quoi, à Planet Wargame. Donc déjà, c'est rentable en fait. Le petit soutien mensuel à 5 € est rentable si vous consommez 50%. Si, comme c'est le cas pour pas mal d'entre vous, je pense, hein, vous touchez vos figurines à moins 10% déjà de base grâce à un autre site revendeur ou un truc comme ça, eh ben, il vous faut... Enfin, à partir de 50 €, c'est votre pack est entre guillemets gratuit, quoi. Le soutien que vous apportez à la chaîne vous revient à 0 grâce aux 11% supplémentaires que vous économisez sur vos achats. Bon, j'espère que c'est suffisamment clair. En tout cas, nous, ça nous fait chaud au cœur déjà d'avoir trouvé un partenaire qui soit partant pour se lancer dans l'aventure avec la chaîne et qui en plus soit capable d'apporter vraiment un bonus substantiel, on va dire, à ceux qui nous soutiennent. Pas juste un truc pour dire les petits frais de port gratuits, les petits machins. Non. Là, c'est quand même sympa. Franchement, je ne cache pas que même moi, forcément, ça va bien me servir. Les projets d'armée par rapport à la campagne Venetian Sector, le petit 20% sur un site bien achalandé, propre, qu'on voit rapidement, ouais, je suis content. Enfin. Bon, alors, ça c'est la bonne nouvelle de la soirée. Quicommence.fr, vous avez le truc. Si vous faites partie des soutiens et que vous bouillez d'impatience, vous voulez commander dès ce soir, on vous mettra le code promo qui correspond à ce mois-ci dans le groupe Facebook réservé au soutien. Voilà. On passe un petit peu à la campagne Venetian Sector, mon Timmy. Ah non, t'avais un truc que tu m'avais dit tout à l'heure à ajouter. Ouais. Avant de terminer, du coup, sur tout ça, je voulais juste vous parler d'un petit article qui est sur le site de Warhammer Community, qui est un article écrit par un YouTuber et un podcasteur qui s'appelle Scary, de Scared Podcast, et qui explique la manière dont il a amené comment faire du hobby en fait avec son fils. Donc si jamais vous avez des enfants,
Donc lui, il a un enfant de 8 ans qui s'appelle Olivier. Et en fait, il explique comment il lui a petit à petit amené le hobby en fait, comme passe-temps. Du coup, il donne plusieurs conseils sur ce qui, selon lui, est la manière de faire pour justement permettre à son enfant en fait, de se lancer dans le hobby, de prendre goût à tout ça. Ce qui est quand même quelque chose d'assez remarquable. On va pas se mentir, hein, je pense qu'on est nombreux ici à trouver l'idée comment dire, de se lancer avec ses enfants ou même d'imaginer avoir pu être comment dire, introduit au hobby par nos parents, à quel point ça aurait été vraiment incroyable. Et du coup, on peut voir quelques créations de son fils qui sont assez sympathiques à regarder, honnêtement. Et du coup, il donne plusieurs conseils sur justement ce qu'il leur explique, ce qu'il explique à son enfant, ce qu'il lui laisse utiliser comme matériel, comme quoi il lui prête des anciens pinceaux, il lui laisse entière liberté sur les schémas de couleurs, il lui donne des conseils sur les techniques, il utilise notamment la poignée de peinture citadelle. Il en a 3 et du coup il les utilise les 3 en simultané et ces 3 sont en fait ils peignent uniquement ce qu'ils ont sur ces 3 poignées et une fois que les 3 sont terminés ils peuvent passer à autre chose. Donc c'est leur méthode comme ça pour avancer et en parallèle de ça il explique que du coup l'Angleterre étant encore en confinement il est obligé de trouver des différentes activités pour occuper son fils et donc que le hobby est parfait pour ça justement et que l'école a aussi demandé d'avoir des activités comme la lecture pour justement comment dire, compléter le travail scolaire des enfants et lui qu'il a justement introduit son fils au Hobbit qu'ils sont en train de lire ensemble et qu'il a pour objectif de lui faire découvrir la série des Warhammer Adventures et voilà, du coup c'est vrai que ça c'est quelque chose, c'est un petit article qui était assez sympa, je l'ai découvert tout à l'heure, c'est pas désagréable à découvrir et du coup si jamais vous avez des enfants et alors soit qui sont en âge, soit qu'un jour vous espérez leur faire découvrir ça, je vous invite à aller jeter un œil là-dessus, c'est que en anglais mais c'est très très intéressant. Donc voilà, c'était le dernier petit... Ouais, sympa. Effectivement, ça aurait été dommage de s'en priver. Alors, je vois, ouais, dans le chat, il y a un ou deux membres du chapitre qui se demandent, pour ceux qui n'ont pas Facebook, comment on fait? Il n'y a pas de problème, hein, on vous enverra bien sûr à tous les soutiens de Planet Wargame. On vous enverra un mail dès demain, hein, avec le code réduction correspondant au mois de juillet, ce qui changera évidemment tous les mois pour des questions de sécurité, quoi. Et bien entendu, le code sera mentionné dans les mails récurrents que nous envoyons ou en bas. Vous avez systématiquement le lien pour accéder à tous les avantages, les perks, etc. Oui. Code de réduction. Le code réduc, ouais, vous l'aurez, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on tenait à se garder la primeur pour le live. On voulait vous l'annoncer en live. Et pour tout ce qui est code, etc., on verra juste après. Si on l'avait envoyé avant le live, ça aurait gâché la surprise, vous le sauriez d'avance, tout ça. Mais bien sûr, tous ceux qui nous soutiennent, à partir de 3 € par mois, 3 € par mois, vous ne recevrez pas de figurines de Planet Warrior chez vous, mais vous aurez déjà accès aux différents autres bonus, contenus supplémentaires, etc., réservés à nos soutiens, et vous aurez vos 20% sur quicommence.fr. Voilà. Bon. Alors, sur ce, on va causer un petit peu de la campagne Venetian Sector. C'est parti, Mimi. Vas-y. Chaud cacao. Alors on y va. Bon, donc comme vous le savez peut-être, et j'espère que c'est le cas, la deuxième campagne globale organisée par Planet Wargame démarre très bientôt. Là, à partir de samedi, c'est le début des hostilités, quoi. On commence, on y va. Bon. J'espère qu'à ce stade, vous avez déjà vu la vidéo fluff de la seconde campagne. Voilà, si c'est pas le cas, franchement, mettez le live en pause, voire même coupez-le, revenez plus tard en rediffusion. Allez voir la vidéo fluff de lancement de la campagne. Et évidemment, c'est le cœur du sujet, quoi. C'est ce qui va nous intéresser ce soir. Si vous l'avez pas vu, vaut mieux regarder ce live plus tard.
après, évidemment. Bon. Alors, donc, je vais m'adresser aux deux types de personnes, ceux qui ont déjà participé à la première campagne Venetian Sector et ceux qui participeront pour la première fois à une campagne avec nous, hein, Venetian Sector 2. Embrasement, le sous-titre. Et voilà. Bon, alors. Je rappelle le principe. Extrêmement simple. Nous, on vous fournit le fluff, la toile de fond de toutes les batailles auxquelles vous participerez, le petit bout de la galaxie dans lequel va se dérouler cette campagne. Et après, le principe qui suit, c'est la liberté totale. C'est-à-dire que vous pouvez y prendre part à travers Warhammer 40 000, mais à travers d'autres jeux se déroulant dans le même univers également, comme Necromunda, Kill Team, Battlefleet Gothic, Epic, Apocalypse. Tout ce qui se passe dans l'univers Warhammer 40 000, en tant que jeu de figurines, hein, bien sûr, pardon. Pas de jeux de vidéo, pas de choses comme ça. Seuls les jeux de figurines et les jeux de rôle papier sont acceptés au sein de la campagne. Et à chaque fois que vous disputerez une partie, vous pourrez reporter les résultats à travers un petit formulaire très simple qu'on vous aura concocté et qui sera sur le site internet de la campagne. Et on comptabilisera les points de victoire accumulés. Tout ça, bien sûr, au global, à l'échelle de toute la campagne. Ça nous donnera un résultat sur toutes les planètes du secteur vénétien. Bon. Ça, c'est le principe de base. Ça se veut simple, ouvert, souple. Vous pouvez y jouer n'importe où, avec qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Si vous préférez jouer à la 6e édition de Warhammer 40 000 parce que c'est votre préféré, ou à la 3e, vous avez cette liberté-là. Oh, nous, c'est avant tout les... un peu Deep Strike en escargot. C'est ça. Ça, nous, c'est avant tout notre, comment dirais-je, les répercussions d'un point de vue fluff qui nous intéressent. C'est le résultat d'une bataille qui se passe dans ce secteur-là, dans le secteur vénétien, sur les systèmes solaires principaux de ce secteur. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, vous jouez comme vous voulez, comme vous pouvez. Tout ça, c'est liberté totale. Liberté totale. Vous aurez néanmoins des règles spéciales qui seront suggérées, hein, comme pour rendre compte aux différentes phases de la campagne des résultats en fait déjà obtenus par les joueurs. Hein. C'est-à-dire que tous les 3 mois, on fera un bilan sur le contrôle territorial des différentes planètes du secteur vénétien, lesquelles sont restées fermement aux mains des défenseurs, lesquelles ont été arrachées aux autorités impériales. On fait un bilan tous les 3 mois et suggestions de règles spéciales pour en tenir compte, etc. etc. Pareil, des suggestions de scénarios narratifs, mais un peu tout terrain, quoi, un peu passe-partout, vous en aurez, etc. Bon. Néanmoins, le principe de base reste toujours le suivant, je le répète, c'est hyper important. C'est une campagne à laquelle vous jouez comme vous voulez, comme vous pouvez, et qu'il faut vous approprier aussi, surtout. Qu'il faut vous approprier. C'est-à-dire qu'un secteur, quand même, c'est vachement grand. À l'échelle galactique, c'est pas rien, il y a de la place. Il y a de la place. Le secteur, c'est vous grand, avez les la gars, toile quand de même. fond. Hein. Attention. Vous avez la description des principaux théâtres d'opération. Vous avez la description du secteur, etc. À vous de venir y jouer quelque part votre aventure avec vos amis. Vous comprenez ? Ça va durer 1 an, hein, même un peu plus, parce qu'on va faire du 25 juillet 2020 jusqu'au 1er août, 2021, quoi, jusqu'au 1er août 2021. Donc 1 an de campagne en tout. C'est long, 1 an, ça laisse le temps de faire plein de choses. Des projets modélisme, des projets de décor, agrandir son armée ou se lancer dans une nouvelle, participer 3-4 mois à la campagne à travers Warhammer 40 000, passer à Age of Sigmar avec ses potes, jouer 6 mois à Age of Sigmar, puis revenir sur la campagne. 1 an, c'est cool. Par rapport à la première qui durait 3 mois, là on a le temps quand même. On a le temps de profiter, on a le temps de s'éclater, on a le temps de se lancer dans des projets ambitieux en termes d'armée, de décor, si on en a envie. Hein. Et bon, tout ça, voilà, sur 1 an, avec plein de membres de la communauté Planet Wargame qui seront motivés à participer.
et à disputer leur bataille, ou leur partie de jeu de rôle, ou leur partie de Space Hulk, Kill Team, Necromunda, dans le secteur Venexian. Bon. Au niveau du fonctionnement, on l'a voulu extrêmement simple. Vous aurez un site internet, malheureusement qui n'est pas finalisé à 100%, on ne peut pas vous le montrer ce soir, mais vous aurez un site internet à votre disposition pour centraliser toutes les ressources de la campagne. Il y aura un petit formulaire dessus. Quand vous remportez une victoire, enfin vous disputez une partie plutôt avec vos partenaires de jeu, vous vous rendez sur le site, vous complétez le petit formulaire, on tient compte des résultats et voilà, ça roule. En guise d'attestation, on ne vous demande pas grand chose de plus que une photo, eh oui, des joueurs se serrant la main et une photo de la partie pendant son déroulement. On vous demande 2 photos pour attester en quelque sorte de l'authenticité de la partie. Voilà. Bon, petite contrainte, j'entends bien, mais enfin, on a tous des téléphones portables aujourd'hui, des trucs comme ça, accès à Internet partout, ça ne devrait pas être bien compliqué. Donc pensez à prendre une photo de la partie durant son déroulement, pensez à prendre une photo des joueurs se serrant la main. S'ils sont 2, c'est facile. Quand ils commencent à être 8 dans une partie d'Apocalypse, c'est un peu plus compliqué. Ça s'entrecroise un peu les mains et tout, c'est le bordel, mais on vous fait confiance, vous y arriverez. Ces photos ne sont pas destinées à être diffusées du tout, bien sûr, elles resteront confidentielles, mais ça permet d'éviter le bourrage d'urnes à base de 150 000 victoires KO postées en 48 heures par un seul joueur. Quoi. Donc, gestes barrières. Vous mettez bien évidemment c'est ça. Un petit peu de gel hydroalcoolique 30 secondes avant, vous vous serrez la main, vous remettez un peu de gel 30 secondes après, et normalement, si vous n'avez pas mis les doigts dans la bouche entre-temps, déjà vous avez plus de 3 ans, donc c'est bien, et voilà. Et si vous mettez les mains à la bouche, ne le faites pas. C'est vrai que c'est un truc qui m'a complètement échappé, ça, le caractère contact physique. Tu vas avoir des gens qui vont te faire un coude à coude, sinon. Tu peux envoyer-nous des photos au coude à coude. Ouais, c'est ça. C'est ce signe de salutation gangsta député européen, là, voilà, pas hésiter à l'appliquer nous-mêmes. Bon. Donc, est-ce que tout le monde a compris le principe de base? J'espère, ça va. C'est assez simple jusqu'à présent, j'imagine. Donc d'ici samedi, vous aurez un petit site prêt à vous accueillir avec les petits formulaires à remplir à chaque partie disputée pour qu'on puisse tenir le compte des points de toutes les parties se déroulant dans le secteur Venexian. Encore une fois, il y aura du Battlefleet Gothic, il y aura du Warhammer 40 000, de l'Apocalypse, du Necromunda, du Kill Team, tout ça se déroulant dans le secteur Venexian, bien sûr. Donc vous pourrez y prendre part à travers votre jeu favori, selon les modalités, les règles qui vous intéressent. Nous, on vous fournit la trame de fond en termes de fluff. Bon. Mais c'est pas tout, il y a encore pas mal de choses dont on doit vous parler. La première, comme ça sera un petit peu marquant pour ce soir, c'est que on vient de finaliser la préparation d'un Discord spécial campagne Venexian Sector. Et il est prêt à vous accueillir. Je vous balance le lien dans le chat. Donc, ceux qui ne connaissent pas, je rappelle que Discord, attendez, je vous envoie ça. Voilà. C'est une application de chat écrit et vocal, accessible depuis ordinateur, sans installer de logiciel, juste depuis le navigateur, ou bien depuis téléphone portable. Et pour l'essentiel, le chat écrit, il n'y a pas besoin qu'on vous explique vraiment comment ça fonctionne. C'est un peu comme notre groupe Facebook, si vous voulez. Sauf que ça vous permet également de communiquer en vocal. Voilà, à l'aide d'un micro ou de votre téléphone portable. Vous pourrez vous faire des soirées peinture en commun avec d'autres participants à la campagne Venexian Sector, qu'il s'agisse de joueurs, qu'il s'agisse de gens qui sont là pour faire du décor, pour bosser sur leurs armées. Vous pourrez discuter entre vous en vocal, vous faire des soirées peinture en commun comme ça. Et on ne manquera pas de s'y croiser également pour discuter pendant nos petits ateliers peinture. Quoi. Bon, donc vous pouvez rejoindre le Discord dès à présent. Ça n'est en rien obligatoire, je précise, par rapport à la participation à la campagne, c'est complètement facultatif. Si ça vous fait plaisir de pouvoir échanger comme ça
à l'oral, hein, j'ai envie de dire, avec d'autres participants, bah, vous êtes tous les bienvenus. Dans le respect de la courtoisie, de la bonne humeur, hein, naturellement, ça va sans dire, mais ça fait partie du règlement du Discord. C'est une option qui s'offre à vous. C'est là. Et je remercie bien chaleureusement Anthony Pinto de Oliveira, qui a permis de réaliser ce Discord juste avant le live. Sans lui, ça aurait dû attendre plus tard, quoi. Donc, voilà. Grâce à son aide, rapide et efficace, vous pouvez avoir le Discord de la campagne Venetian Sector disponible ce soir pour le live, en avance de la campagne en elle-même qui débutera samedi. Bon. Alors Nicolas Nologan nous dit une autre chose qui serait bien, ce serait une carte du secteur et une carte de chaque planète. Alors, concernant la carte du secteur, non seulement il y en avait une dans la première campagne, réalisée par Yogi Yog, mais là, pour la deuxième campagne, on vous a préparé une carte, et une carte comme vous n'en avez jamais vu, quoi. Un truc glorieux. Graphiquement, c'est divin, quoi. C'est exquis. Sublime carte. Voilà. Je salue au passage Timothée Ozulf, hein, qui a réalisé certaines des illustrations de zélotes, là, de cultistes que vous voyez dans la deuxième vidéo, enfin la vidéo Venetian Sector 2. Non seulement il a fait du bon boulot pour ces artworks là, mais quand j'ai vu son style graphique, je me suis dit je vais lui commander une carte spatiale et je crois que ça va être très intéressant ce qu'il va pouvoir faire. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Donc vous aurez accès sur le site internet venetiansector.com. Vous aurez accès à la carte spatiale détaillée et vous allez voir, ça va être sublime. Sublime. Carte magnifique. Enfin. Donc, alors ça, on nous dit l'invasion du Discord a commencé. Ouais. Bon, nous on a du mal à être à la fois. Enfin bref, on peut pas jouer sur les deux tableaux en même temps. Donc ce soir, ça va peut-être être un peu le bordel. Et puis on verra. On va, comment dirais-je, procéder à des petits bannissements dès demain matin. Gentiment, faire le ménage, hein, tranquillou, commencer à virer les premiers, les premiers parasites du Discord, on verra. Donc, sublime carte du secteur vénétien, c'est prévu, ça c'est noté. La croisade in Discordus. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Exactement, exactement. Carte spatiale somptueuse du secteur, ça... c'est abordé, on en a parlé. Le site arrive samedi. Vous allez voir, ça va être glorieux aussi. Est-ce qu'on pourra acheter des figues d'occasion sur le site Venexian? Pas mal. Pas mal. Non, mais néanmoins, on a réussi à rentabiliser un droit à un nom de domaine depuis tout ce temps. Donc c'est déjà ça de prix, j'ai envie de dire. Non, parce qu'on en a acheté un nouveau. Ah putain, bordel. Bon. Enfin. On a toujours l'ancien, on s'en fout. On est libre. Voilà. On est libre de faire ce qu'on veut. On dit les modos demain, ils vont être comme ça. Premier rang feu, deuxième rang feu. C'est bien possible, ouais. C'est bien possible. J'aime bien parce que c'est le marquis de Lafayette, tu vois, qui fait le commentaire. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Bon. Est-ce que... voilà. Moi j'ai une question par rapport à la campagne. Ouais. Parce que ça couvre, là tu disais, donc tous les types de jeux et tout ça. Est-ce que du coup ça couvre des événements qu'on va pouvoir faire en vrai? Tu vois, genre, est-ce que nous, on va aller des fois dans des événements? Est-ce que tu vois où je t'emmène ou pas? Est-ce que tu as besoin peut-être d'un tellement vague et évasif. Est-ce que tu as besoin d'un élément visuel peut-être pour t'aider? Je sais pas, lire cette question dans le chat, ça me surprend pas, mais ouais. Mais que ça vienne de ta part, ça me surprend un peu. On comprend pas quand tu parles. Merde, ah merde, il y a Avast qui vient de se mettre à jour. Ah, mais Avast, casse-toi. Casse-toi, pardon. En fait, tu veux nous parler du Venetian Open, par exemple? Ouais, mais j'avais préparé une image et genre elle devait se lancer
et elle s'est pas lancée. Et je comprends pas pourquoi elle se lance pas. Pourquoi ça marche pas, Vince? Qu'est-ce Mais que c'est d'accord, que cette bon bah, merde? échec. Bien. Hop, ok. Alors, en tout cas, toujours est-il que oui, je vais commencer à répondre à l'espèce d'ébauche de questions que tu as formulées. Oui, quand on dit vous jouez comme vous voulez, comme vous pouvez, etc., dans l'oreille de certains joueurs, ça veut dire fonder une association et organiser un week-end de jeu démentiel dans le cadre de la campagne Venetian Sector apparemment. On salue, bien sûr, celui auquel on pense en disant ça, Hugo. Hugo a fait les préparatifs a priori assez démentiels pour un week-end de jeu de folie qui se déroulera aux alentours de Montpellier. On vous en dit pas plus pour l'instant au demeurant parce que au niveau des places, réservations, etc., on ne sait pas s'il restera encore beaucoup de places à prendre parce qu'en fait, il y a moyen que ce soit complet. Un peu Indominus style, quoi, complet en 1 heure. Donc on va voir. On va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on y sera et ce sera glorieux. Voilà. Un bon week-end de jeu dans la campagne Venetian Sector. Bon. Alors, Je suis désolé, mais j'essaye désespérément de vous partager la photo. Tu vois, il a fait une super image pour le Venetian Open 2 et je suis désespérément en train de ne pas réussir à l'afficher dans le live. Et c'est misérable. Alors, un petit partage d'écran peut-être, tout simplement. Bah ouais, carrément. En fait. Ouais. Voilà. Alors attends. J'ai pas de fenêtre de partage d'écran. Putain. Ah, c'est la merde. Comment je vais faire? Putain, faut que j'en crée une. Ah, attends, si. Non. Hop là, rien à voir. Il est temps. Bon, il est temps pour moi de revenir, je crois. Vas-y, fais ton truc, j'arrive. Non, tu nous as endormis avec une belle présentation, mais perdu les pédales, quoi, au niveau du... Ah, mais c'est un truc. Moi, je pense qu'il... Bon, bref. Il faut que tu vires, à mon avis, l'image Venetian Sector qui est en fond, là, et que tu mettes... C'est ce que je vais faire. Qui est parfaitement à la bonne taille, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Bien. Bon, alors continuons comme si de rien n'était. Du coup, c'est ça la super image là. Voilà, magnifique, hein, incroyable. Quelle mise en scène, c'est fou. Ouais. Bon, t'auras fait ce que t'as pu. Ok. On apprécie l'effort. Franchement, c'est beau. Bah en fait, c'est super beau et si tu veux, ça aurait été ouf d'avoir ça comme il faut, quoi. Mais bon, on l'a pas comme il faut. Ouais. Quoi. L'idée est là, ça nous va. Bon, c'est super beau. Bref. Donc, Venetian Open 2, voilà. Quelque part, aux alentours de Montpellier, à un moment donné, dans l'année à venir. Je sais pas si je peux en dire plus ce soir, franchement. Donc, ça va faire partie des nombreux trucs glorieux qui se dérouleront dans le cadre de cette campagne. Putain, mec, j'en peux plus. OBS, why you do this? Donc un beau petit site, joli, fonctionnel, opérationnel, c'est fait. Une carte somptueuse du secteur. C'est presque fait, ça arrive, ça va être glorieux. Des petits questionnaires simples et épurés pour remplir votre résultat de partie sans vous prendre la tête. Ça aussi, c'est fait, c'est prévu. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben on a un codex Planet Wargame qui arrive. Eh oui, un codex fan-made qui émane de la maison mère, de Planet Wargame directement. Et ce codex, vous l'aurez peut-être deviné, pour pas mal d'entre vous en ayant vu la vidéo fleuve de la seconde campagne, c'est le codex Zélote. On va vous proposer ni plus ni moins que le codex peuple, quoi. Le codex peuple en colère, le codex attroupement, le codex mouvement de foule. C'est ça, voilà. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo fluff pour la campagne, on a une guerre de religion qui se profile à l'horizon dans le secteur vénétien. Un grondement sourd qui émane comme ça depuis les cités ruches d'Orientina. Voilà. Et ça, ce grondement sourd, c'est le cri du peuple, quelque part, qui se rebelle. Au nom d'une foi nouvelle, récemment découverte.
Alors des cultistes impériaux, oui, mais pas comme les autres. Et ça justifie moult actes de barbarie et actes de sédition en tous sens. Donc, il y aura un codex sur lequel on est en train de bosser, codex Zélote, qui vous permettra de jouer ces insurgés. En fait, c'est Esprit Militia Frateris, si vous voulez. Pour certains d'entre vous, ça leur parlera. C'est-à-dire, c'est quand les citoyens du 41e millénaire se rebellent, prennent les armes, celles qui sont à leur disposition, hein. Parfois pas plus que leurs propres poings, tout simplement. Et puis des fois des armes de fortune, couteaux, fusils laser volés à un garde impérial. Bon, ce genre de choses. Et quand ces foules-là partent en guerre, à bord de véhicules volés et autre chose comme ça. Bon. Malheureusement, niveau visuel pour le codex, ce sera un petit peu sommaire ce soir, tout simplement parce que je me suis arraché les cheveux à extraire tous les éléments visuels dont j'aurais besoin pour faire une belle présentation assez professionnelle. En tout cas, pour la partie règle du codex, et je n'avais pas vu poindre à l'horizon la V9, qui a une nouvelle présentation pour les feuilles d'unité. Les fameuses datasheets changent de look. Donc, en 48 heures, un peu plus quand même, on a improvisé un changement en fait de look des règles. Et néanmoins, Timmy doit avoir un petit quelque chose à vous montrer pour vous donner un avant-goût de ce codex-là. Une première feuille d'unité. Voilà. Réalisée par mes soins sur la base déjà d'un truc dont Gandilf, qui a réalisé le codex Primo Green, avait posé les bases. Je l'ai lourdement modifié pour que ça ait vraiment le look qu'on voit dans le livre de règles de Warhammer 40 000, dans la boîte Indomitus et tout. Donc ça rendra le codex plus durable dans le temps, d'avoir ce petit look vraiment V9, quoi. Bon, il manque que la photo de la conversion du zélote là dans le rond, parce que maintenant les feuilles d'unité auront toutes une photo de figurine dessus, donc il faudra qu'on ajoute ça. Mais vous avez une première unité à l'écran, voilà. Les disciples. Et les disciples, qu'est-ce que c'est? Essentiellement de la chair à canon, on va pas se mentir. Vous pouvez voir déjà à son rang de puissance de 2 que ça va pas tout à fait l'élite de l'élite, hein. Et effectivement, on est dans de l'humain de base, CC 5+, CT 5+, sauvegarde 7+. Accrochez-vous. Ils n'ont pas les t-shirts magiques en fibre de Kevlar Katashan, là, avec la sauvegarde à 5+, avec un Marcel. Là, c'est vraiment le peuple en colère, quoi. Donc, s'ils ont à peine les moyens d'avoir une arme de fortune, ils ont encore moins d'avoir une armure capable d'arrêter des projectiles balistiques, quoi. Donc, armure 7+. Vous pourrez gratter un petit 6+, si vous vous mettez à couvert, du coup, mais ça ira pas plus loin, quoi. Donc c'est du c'est du bon citoyen impérial fragile de base, quoi. Mais c'est pour faire de la horde. C'est pour faire de la horde, alors entre 10 et 50, hein, les mecs, jusqu'à 50 disciples. Et on les a voulu assez polyvalents dans l'équipement que vous pourrez leur mettre. Donc ça va de pas d'équipement du tout. Vraiment, à main nue. Comme ça, sans peur. À main nue, ou alors carrément avec pistolet de fortune et arme blanche de fortune, ou alors un fusil de fortune, ouais, qui va lui être plutôt une espèce d'arme un peu passe-partout, voilà, portée 18 pas, assaut 1, force 3. Le petit fusil un peu maniable par tout le monde, quoi. Ou alors du fusil laser, si ils ont la chance d'avoir pu mettre la main sur un stock. Bref, c'est de l'insurgé en pagaille, quoi. Et on veut que ce soit une invitation aux plus folles conversions. On veut que ce soit un délire de modélisme qui n'embarquera certainement qu'une petite minorité, hein, bien sûr, des participants de la campagne du Venetian Sector 2, mais ceux qui seront engagés dedans, je pense qu'on va bien se faire plaisir. Pendant 1 an, ça va être des conversions à base de foule en folie, et niveau véhicule, tout y passe, quoi. Du véhicule impérial volé en tous sens, du véhicule utilitaire réutilisé tant bien que mal pour la guerre, des trucs bricolés maison, enfin vraiment,
voilà, on va avoir des conversions de véhicules, à mon avis, dont on se doutera que les ingénieurs rivaliseront un peu d'ingéniosité avec les, les meilleurs Big Mac orques, quoi. Vraiment. On est au niveau assez orcoïde de technologie, quand même. À la fois par une faible éducation dans les bas-fonds des cités ruches, faut le reconnaître, mais aussi spirituellement parlant, tout ce qui est trop brillant, tout ce qui est trop fonctionnel, tout ce qui est un petit peu trop neuf, quelque part, c'est déjà un pas vers la damnation pour ces zélotes-là. Donc non, que de la récup. Voilà. Ils n'ont pas le droit de posséder plus que un bol, un bâton et une arme pour triompher de leurs ennemis. Voilà. Le bol pour boire et pour le baptême, c'est l'essentiel. Et le bâton pour les longues sessions de randonnée qui les attendent, et puis une arme, plusieurs. Pour accrocher au bout du bâton. Il faut bien... ça. Enfin bref. Bon. On a une Théo... question sur le codex. Ouais. Massan demande, est-ce qu'il y aura aussi les erreurs de traduction? Du coup, ce sera plus difficile, il faudra les inventer. Parce que là, on va directement du français au français, donc il faudra être inventif sur les coquilles qu'on pourra imaginer. Mais on fera des efforts, promis. On fera des efforts. Oh, il y aura bien un ou deux zélotes qui tiendra un ziglote ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Petite faute de Exactement, frappe, ouais. tu vois. Donc voilà. Des datasheets comme ça, vous allez en avoir un petit paquet pour ce codex zélote. Donc je rappelle encore une fois, rébellion populaire, quoi. Donc tout y passe. Du régiment de garde impériale détourné au simple avorton des bas-fonds d'une cité ruche qui décide de prendre un couteau et de partir en guerre. Tout y passe. Donc du Lehman-Ross modifié, du véhicule civil détourné. Ce sera vraiment une invitation à la créativité, on le veut comme ça en tout cas. Se faire des bonnes sessions sur Discord de conversion en commun, des trucs délirants, réutiliser des véhicules de toute la gamme de Warhammer 40 000 bien sûr, enfin humanoïdes en tout cas, et ne pas hésiter à les piocher chez les autres fabricants, même s'il le faut, pour le côté transport un peu générique, même des maquettes à la bonne échelle, tout ça va y passer, quoi. On veut un état d'esprit un peu, comment dirais-je, cultiste rédemptionniste dans l'esprit, si vous voulez, arco-flagellant, quoi, limite, en termes de mentalité pour le zélote de base, mais technologie orcoïde, quoi. Powered by orc technology, quoi. C'est ça l'idée. C'est d'avoir de l'humain qui tant bien que mal se démerde à assembler un semblant de véhicule de guerre, quoi. Bon. Donc, ça c'est au programme. J'aurais aimé vous dire que c'était déjà prêt. Ça l'est pas. La V9, ça chamboule pas mal de choses. Et accessoirement, c'est vrai que j'en ai chié sur la vidéo, sur tout ça. Bon, ça m'a... J'ai pas eu de temps de trop dernièrement, quoi. Donc, ce sera prêt dans le cours du premier mois de la campagne. Premier mois de la campagne, vous aurez la version épurée et donc imprimable facilement, sans gâcher d'encre, du codex. Un peu comme ce que vous voyez là, quoi. Page blanche, les datasheets propres, comme ça, bien comme il faut, mais ce sera la version un peu épurée. Il n'y aura pas toutes les illustrations qu'on ajoutera à terme dans le codex définitif et tout. Ça viendra un peu plus tard. Plus tard, on verra. Si on veut se faire plaisir, on fera une grosse session d'impression du codex en commun pour l'avoir en physique. On va y aller. On va financer des illustrateurs, des machins pour qu'ils nous fassent des trucs sympas pour agrémenter le codex. Et voilà. Si au début je regrettais un petit peu de ne pas avoir finalisé à 100% le codex terminé, propre pour le lancement de la campagne, je me dis que c'est pas plus mal parce qu'on va avoir un codex simple, gratuit, facile à imprimer pour le lancement dans le premier mois du lancement de la campagne. Et derrière, il restera ouvert aux ajouts, aux participations que voudront apporter éventuellement d'autres personnes. On en discutera ça bien volontiers avec tous ceux qui seront engagés dans le projet Zélote, quoi. Ceux qui auront d'excellentes idées, d'unités à absolument ajouter, ou de super stratagèmes, ou ce genre de choses. Ils seront les bienvenus pour participer à ce truc-là. Ceux qui voudront ajouter des photos de leur réalisation de Zélote et tout, réalisées au cours de la campagne, dans le codex définitif, destiné à être imprimé et tout, pareil.
Et donc à cet effet, bah, on va se faire un bon petit live mensuel réunissant tous les participants au projet Zélote, quoi. Tous ceux qui voudront venir ajouter leur pierre à l'édifice, assembler 10 figurines pour faire une kill team, ou en assembler une centaine pour faire une armée de 3000 points, là, avec moult véhicules sortis de leur imagination et compagnie. Il y aura un live mensuel spécial Codex Zélote. Tous les mois, on se tiendra au courant. Ça se passera sur Discord pour vous, sur YouTube pour moi, et on diffusera la vidéo de notre projet commun de cette année, quoi. Voilà. Bon. Alors, Doctras Production demande est-ce qu'on pourra jouer le messager? Non. Non, le messager, on va se réserver la primeur de le sortir nous, si on en a envie. Par contre, vous pourrez jouer un des très nombreux apôtres du messager. Ça, bien sûr, c'est prévu. Plein de petits personnages à ajouter là-dedans. Alors, en vrac, les apôtres, les sauvés également. Voilà. Bon. Et pour répondre à une question que j'ai vue tout à l'heure dans le chat, est-ce que le culte inclura des mutants, etc. Oui, il inclura des mutants. Alors, pas au sens de mutants chaotiques, mais mutants génétiques, oui. Dû aux diverses émanations, forcément, résultant de la vie interne d'une cité ruche, ce genre de choses. Les petits mutants des bas-fonds, etc., eux, ils sont bienvenus, en fait, au sein du culte. Ce sera un culte qui reposera sur la vénération de l'Esprit Saint en tant que Dieu, créateur universel primordial, et Dieu de l'ordre et la justice, quoi, et l'empereur en tant que sa forme humaine incarnée, son fils, le fils de l'Esprit Saint, quoi, qui lui sera bienveillance, miséricorde, etc. C'est les deux volets, en fait, de cette foi, quoi. Le volet Esprit Saint, la colère de Dieu, l'ordre primordial, etc. Tout ça. Celui qui régit les choses de l'immatérium, et le côté empereur, la forme humaine de l'Esprit Saint. Lui, il était cool, il était bon, il était miséricordieux, il comprenait, il pardonnait. Bon. Donc, à cet égard, tous les mutants, ça fait d'autant plus de bras pour se joindre à la cause, hein, seraient bienvenus au sein du culte, à base de... Ah oui, vous êtes différents, mais vous êtes tel que l'empereur vous a fait. Bon, alors, l'empereur comprend, l'empereur pardonne. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on est. Bon, donc oui, il y aura du mutant. Il y aura du mutant. Bon. Capitaine Savignac nous demande les scénarios doivent se passer sur des planètes ou est-ce qu'on peut jouer une intrigue dans un vaisseau? Je pense à un vaisseau de pèlerinage par exemple. Pas de problème, alors j'imagine que c'est pour du JDR plutôt. C'est pour ce genre de jeu qui pose la question du jeu de rôle. Parce que je sais pas, une intrigue dans un vaisseau, je sais pas si c'est pour jouer à Space figurine, mais Hulk. bon. Ouais. Mais oui, pas de problème. Dans un vaisseau, dans l'espace environnant, tout ça, quoi. Tout ce qui influe sur le secteur, finalement. Donc ça peut se passer sur des ceintures d'astéroïdes, vous allez voir, il y en a plein hein, dans le secteur, des astéroïdes miniers, des machins. Il y a des mondes secondaires, en veux-tu, en voilà. Et il y a bien sûr toujours l'espace environnant. Voilà. Ça peut se passer par là, quoi. Ah, pour jouer à du Kill Team et un peu de Space Hulk, ouais. Très bien ça. D'accord. Très bien. C'est parfait. C'est très bien. Un vaisseau qui vogue dans le secteur Venexian, très bien. L'idée c'est que, comme disait Vince quand il précisait que le secteur Venexian était un secteur et donc qu'un secteur c'est grand, c'est que vous avez du coup énormément de planètes et vous avez même de l'espace entre ces planètes. Et du coup en fait vous avez la liberté en fait de jouer vos parties dans chacun de ces environnements. Donc bien sûr on reprend le cadre des principales planètes qu'il y avait dans la première campagne, Uriantina, Santarcus, etc. Et du coup, vous pouvez avoir ces environnements assez basiques, classiques, mais vous pouvez aussi, vous, ajouter les vôtres sur les autres planètes plus petites de cet environnement, quoi. Donc si vous voulez jouer dans des vaisseaux, vous pouvez. Si jamais vous voulez jouer dans une ville qui a plus de chances de se trouver sur Uriantina, par exemple, dans une cité ruche, vous pouvez, ou sur d'autres planètes, etc. C'est vous qui choisissez à ce niveau-là, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, il y a Bob B qui nous dit « En fortification, je suggère le rond-point. »
Côté codex gilet jaune qui l'a chauffé. Euh, Tu vois, c'est là où je regrette quand même ma simple forme physique passée de mortel, hein. C'est qu'avant, je pouvais pointer du doigt les commentaires marrants dans le chat quand même. Bon, avec plus ou moins de précision. Mais je pouvais les pointer du doigt quand même pour les relever en cours de truc. Ah, Là, mais c'est vrai que une boule, ça a pas de j'ai une doigt, Vince. plénitude spirituelle, mais j'ai une plénitude spirituelle, mais j'ai plus d'index, quoi. J'ai plus d'index pour montrer les trucs, donc. Alors. Il se peut Guldur dit, il se peut qu'un monde pénal ou un astéroïde forteresse pop au milieu d'un des systèmes du secteur vénétien. Oui, tout à fait. On a déjà un monde carcéral, nous, dans le secteur, qui s'appelle Carcérem. Mais oui, bien sûr, un astéroïde minier avec des mecs fous à bord, astéroïde forteresse, machin, avec conneries, astéroïde prison, tout ça, bien sûr, ça peut. Et ça flotte hein, dans l'espace, hein. Ça flotte, et puis ça peut venir gentiment. Ah, ça flotte dans l'eau. effleurer. Hein. Ah oui. Tiens, alors, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je crois qu'on a montré un avant-goût du codex Zélote. J'ajouterais juste, en termes de conversion de base, même si ce sera très libre, parce que ça reste un codex un peu codex civil, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, pensez au gros des troupes comme des codors de Necromunda, le gang codor de Necromunda, la boîte de disques que vous pouvez acheter chez Games. Légèrement convertis pour leur mettre des têtes différentes, pourquoi pas, des têtes nues, ou même les conserver telles quelles, parce que les premiers à rejoindre, évidemment, cette nouvelle doctrine seront les maisons qui descendent du gang codor nécromundien et qui se sont implantées il y a des milliers d'années sur Orientina, qui pourront conserver leur tête avec leur coupe au bol et leur masque, mais sera carte blanche pour les conversions, donc les têtes alternatives, tout ça, évidemment, ça passe. Pensez à ça comme le gros des troupes. Avec ça, on va y adjoindre du flagellant à capitote pointue, à capuche pointue. Voilà, soucieux de répandre son credo pour expier la maladie qui l'afflige et qui ne peut être qu'une malédiction quelque part, une punition de l'Esprit Saint, mais qui en fait est un flagellant qui répand surtout sa maladie de citerruche en citerruche. Bon, ce genre de choses. Des avortons, des petits enfants déformés, mutants, émanant du ventre de ruchières dans les ruches d'Orientina, qui sont abandonnés aux eaux, jetés, et finalement survivent dans les bas-fonds d'Orientina. Eux aussi formeront de braves petits cultistes à la solde du messager, quoi. Hein, voilà. Pas forcément avec une excellente constitution, mais plein de bonne volonté, quoi. Pour une fois que quelqu'un leur dit un truc gentil, ils manqueront pas de se joindre au culte. Donc ça, pour l'utilisation, on pense principalement au Hobbit du Seigneur des Anneaux, les figurines là. La boîte de 36 à 30 €, là, ou un truc comme ça. Ça, c'est du pain béni pour ça. Pas un peu différemment, ils font d'excellents petits mutants, bébés déformés. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Donc pensez à ce genre de choses. Tu veux dire pas les hobbits, les gobelins. Pardon, à chaque fois, je dis la connerie. C'est à cause du nom de jeu, le Hobbit. Des gobelins. Des gobelins. Ouais. Des gobelins. Oui, pas des hobbits. Les hobbits seraient complètement hors de propos. Là. Beaucoup trop classieux, le petit veston. La redingote, c'est pas possible. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Voilà, vous avez le kit ici. Bon, évidemment, tout ça sur... je sais pas si Timmy le fait intentionnellement ou si c'est parce que c'est l'onglet qu'il a le plus proche de sa souris. Mais évidemment, tout ça, tous ces projets de conversion folle... Et je les ajoute à mon panier. Ah ouais, ce sera encore plus pertinent, évidemment, avec le bon petit code de réduction vous amenant à 20% de réduction sur les produits neufs sur quicommence.fr si vous faites partie des gens qui soutiennent le chapitre. Ils sont vraiment horribles ceux-là, putain. J'avais jamais vraiment fait gaffe à ce kit. Mais c'est vrai que les enfants difformes là, ils sont assez... ils sont là quoi. Ils sont là.
Lui, il a été bercé trop près du mur, lui aussi. Ouais, ils sont bien tous, dégueulasses. hein. Avec les bras et Enfin. tout. Donc c'est parfait. Ça, avec sporadiquement, pour les petites pièces que tu trouveras à droite à gauche, rajouter juste c'est une petite clé anglaise, une petite connerie, un petit outil pour les rendre un tout petit peu plus futuristes. Ils font de merveilleux petits mutants abandonnés par leur mère. Ils seront magnifiques. Ils seront magnifiques. 36 guerriers sacrificiables qui submergent l'ennemi sous le nombre. C'est exactement ça. Voilà. Donc pensez à ça en termes d'inspiration visuelle principale. Et évidemment, des régiments de la garde impériale pourront rejoindre également le culte, tout en conservant l'essentiel de leur apparence. Hein. Enfin, même la totalité. Ce qui permet aussi de vite vous rallier au culte avec une armée de garde impériale déjà existante. Hein. Elle appartiendrait simplement à la force Aguerris, la force composite qui défend le secteur vénétien, hein, avec des armées en provenance de toute la galaxie. Et un régiment de gardes impériaux à l'apparence tout à fait classique au demeurant pourrait être illuminé par la vision partagée par ces cultistes-là et se joindre à leur rébellion. Pardon. Ouais. On m'a dit quand même dans le chat, fais gaffe à pas révéler le code de réduction, Timmy, à travers le partage d'écran. On sait jamais, c'est pas faux. Je l'ai pas. Hmm. Après, je vais pas acheter. Hein. Ou si j'achète, ce sera pas pendant le live. Hein. Vous inquiétez pas. Einstein nous dit de juste veiller à l'échelle, ça peut être un peu petit, ces gobs. Non, ils sont parfaits. C'est du... On vise dans du... Tu vois, le mutant bien crado qui a 29 ans, tu vois, techniquement, mais sa croissance a été stoppée à peu près aux alentours des 24 mois, quoi. En tout cas pour la taille. Donc c'est parfait pour ça. Petits, sournois, ils seront merveilleux. Les Brood Brothers. Oh. Pense à renseigner lentement ton code de carte bleue quand tu commandes Team. 8, 2, 4. Donc voilà. Bon, je crois que tout a été dit là. Pour l'essentiel de ce qu'il y a à montrer pour l'instant. Plus évidemment à venir. Hein. Au fil des vidéos, on va vous bombarder de news là-dessus. On va passer complètement aux questions-réponses maintenant. Hein. C'est le moment, je crois. Alors, j'ai les yeux rivés sur le chat. Est-ce qu'on prend des gens en appel aussi? Question. Ouais, on va prendre des gens en appel. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas loupé un ou deux petits dons déjà? Allez, je lis les dons et je lis le chat. Maxime Bourré qui nous a refait un don d'1 € qui dit: un chevalier gris peint fait-il toujours partie des légions grises? J'y pensais pendant mon whip. Ah oui, préoccupation philosophique, carrément. Carrément. Non. Chevalier gris fait définitivement partie des figurines qui quittent les légions grises. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Doctrax Production dit: on pourra utiliser des figurines, custom bien sûr, de l'armée Genestealer. Oui, le Genestealer culte s'y prêtera à merveille. Ouais. Les véhicules notamment, et même les petits mineurs, là, un petit changement de tête, et ils font de parfaits mineurs 100% humains, mais spirituellement détournés vers une autre foi. Alors... qu'est-ce qu'on a dans le chat? Tim, si tu vois une question qui t'interpelle, n'hésite pas. Les Historitors, comment on fait? Ouais, alors, je vais apporter une autre précision. Bon, c'est quoi un Historitors, Vince? Ouais. Concernant le suivi de la campagne, que ce soit vu de l'extérieur en tant que simple spectateur et non participant, parce que peut-être vous n'avez personne avec qui jouer dans l'année, ou que ce soit en tant que participant joueur pour suivre la campagne et les agissements de tous vos petits camarades de jeu, quelque part, répartis à travers, oserais-je le dire, le monde entier, dans le sens où, France, Belgique, Suisse, hein. Du coup, essentiellement, il faut dire ce qui est. Et autres anciennes colonies encore occupées.
vous aurez des vidéos mensuelles de compte rendu de bataille global. Chaque mois, à la fin de chaque mois, vous aurez droit à une vidéo qui retracera les différentes batailles jouées par les participants, pour lesquelles ceux-ci auront bien voulu nous transmettre un petit résumé de 3 lignes et les 3 meilleures photos de leur partie. Voilà. Vous aurez également sur le site internet donc une petite section, faire un compte rendu narratif. Vous pourrez rentrer 3-4 lignes de fluff qui relatent la bataille que vous venez de disputer et balancer 3 photos, 3 plus belles photos de la partie. Et nous, ensuite, je dis nous parce que là c'est collégial vraiment, enfin, j'ai réuni tout un collège de volontaires qui sont partants pour endosser le rôle d'historitor à travers la campagne. Et en quoi consistera leur rôle? Eh bien, à lire tous vos comptes rendus narratifs de partie, à compiler tout ça dans un texte cohérent, planète par planète, hein, pour que moi je puisse après faire le montage vidéo, la lecture de cette partie-là, etc. Le montage audio, pour que vous ayez une espèce de vidéo de panorama global de toutes les batailles s'étant déroulées sur chaque planète durant le mois de campagne écoulé. Et ça, je pense que c'est vraiment la grosse amélioration par rapport à la première campagne, où on vous laissait écrire tout simplement vos petits comptes rendus narratifs à l'écrit et on les publiait tels quels quoi, sur notre site. On publiait les petits comptes rendus à l'écrit, sans illustration et tout, c'était pas forcément hyper parlant. Là, ce sera un traitement vidéo. Et il y aura donc du coup le visuel, quoi, avec les photos des parties, les photos de vos figurines, de vos décors, etc. Et surtout, les exploits que vous accomplirez lors de vos parties seront relatés à travers ce format de vidéo-là. Et là, je pense que ça va être très sympa. Ça va être très sympa. Il va falloir tenir le rythme, gentiment, et j'aurais jamais pu sans le faire sans la bonne dizaine de volontaires là, d'Historitor qu'on a de côté, qui se sont manifestés eux, pour assumer cette tâche, voilà, de relire et compiler tous vos petits rapports de bataille et en faire un texte qui se déroule agréablement, quoi, un texte qui soit fluide et cohérent pour relater toutes ces batailles. Voilà. Alors, Hugo dit qui est l'historitor. On verra en détail pour les petites questions, enfin plus tard pour les petites questions comme ça en détail. Et de toute façon, ils seront plusieurs par planète. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Combien de temps s'est écoulé entre les 2 campagnes? Un battement de cils. Battement de cils. Je vois ça comme ça. On est sur une échelle de temps très courte entre les 2 campagnes. C'est pendant la campagne de Midius. Ah non, rien à voir. À l'échelle de la timeline actuelle de Warhammer 40 000, on est tellement dans le futur. Tellement 2 siècles après Midius. C'est un truc de fou. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, à peine un battement de cils. On est sur un tout petit peu plus d'une année terrestre standard de temps écoulé entre les 2 campagnes. La force Aguerris, qui va être l'immense armada impériale défendant le secteur vénétien, est composée vraiment de ce qui reste de la croisade Fulminata, quoi. Donc les mecs n'ont pas eu le temps de partir, quoi. Ils n'ont pas eu à partir, revenir. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a un Space Hulk en particulier qui dérive dans le Venexian Sector? Non, pas d'attitré, je crois. Pas de Space Hulk attitré. Non. Différents astéroïdes, des trucs comme ça, mais pas de Space Hulk notable renseigné dans le secteur. Bon. Je propose d'afficher le numéro de téléphone pour commencer à prendre les appels. Ouais, bonne idée, ouais. Bonne idée. Comme ça, on peut répondre de vive voix à ceux qui souhaitent aborder justement ces différents sujets.
Et en attendant, répondre à ceux dans le chat parce que personne n'appelle. Ouais, je cherche. Attends, il y a Rob Schneider qui me dit qu'il a posé une question plus haut, mais je ne la retrouve pas. Je ne la retrouve pas. Il demandait, Vachement plus est-ce que c'est pas impossible que des cultistes issus du nouveau culte zélote succombent aux puissances de la ruine et sombrent dans le chaos? Ah, complètement. C'est une passoire. Le culte est une passoire. Il a son identité propre qui ne correspond ses ni au motivations. chaos, ni aux Instillers. Mais ceux qui se sont détournés une fois de l'ecclésiarchie et de la foi impériale peuvent être détournés une fois encore. Donc, les petites cellules locales qui sont sous la houlette d'un apôtre peuvent être aisément détournées, manipulées par des engences xénos ou chaotiques, carrément. Est-ce que tu veux dire que un bro club de sport de Tzinch, des disciples de Tzinch peuvent avoir pris le contrôle des zélotes en faisant référence Exactement. aux figurines? Bro, nous sommes des zélotes. Exactement. Exactement, carrément. Tout à fait. Donc oui, ils peuvent être complètement... Une fois qu'on a ce climat de guerre civile, ça commence à retourner des poubelles, des véhicules, des trucs comme ça. Facile d'imaginer un Gene Stealer planqué dans la soute son cargo qui se trouve gentiment un petit coin pour patienter avant de violer le premier ruchier passant à portée de griffe. Et oui, ils peuvent être complètement comment dirais-je, corrompus, détournés par à la fois une corruption de Gene Stealer, par exemple, ou une corruption chaotique. Ouais. Ou même, si le cœur vous en dit et que c'est cohérent avec vos projets d'armée et tout, sait-on jamais, peut-être même à la solde ou sous l'influence, sans en être conscient, de quelques factions xénos ou ce genre de choses, quoi. Plus manipulatrices pourraient détourner un petit peu, tirer parti de cette rébellion, quoi. Comme on trouve souvent dans tout ce qui est de l'ordre du mouvement de foule ou ce genre ou révolution ou ce genre de choses, hein. Toujours des opportunistes qui viennent se greffer, des manipulations, de l'entrisme, tout ça, quoi. Et puis l'idée, c'est aussi que derrière, vous puissiez utiliser à loisir toutes les figurines que vous consacrerez, soit consacrerez, parce que vous pourrez avoir déjà une collection de figurines qui pourrait correspondre à peu près à ce projet, soit que vous créerez pour cette occasion. L'idée, c'est aussi qu'ils puissent vous servir derrière, soit pour jusqu'à la fin des temps à venir en tant que zélote, parce que vous aurez aimé vraiment participer à ce projet, et vous continuerez à les jouer même au-delà de la campagne Venison Sector. On peut imaginer des rébellions de civils ailleurs dans la galaxie, hein. Ce sera votre armée, quoi. Soit tout simplement les réemployer en tant que cultistes du chaos ou régiment de garde un peu, comment dirais-je, un peu charognard, quoi, un peu, bon, ce genre de choses, c'est possible, quoi. Les figurines seront réutilisables aussi comme ça. Alors, ouais. on a deux questions. On en a une première qui nous demande, Arcadine, pardon, qui nous demande: nous sommes 4 joueurs du bout du monde qui souhaitons participer. Peut-on le faire en utilisant nos batailles régulières que nous ferons avec le mode Crusade? Ouais, bien sûr, pas de problème. Alors je vois plusieurs questions un petit peu dans son truc. Bon, il y a le côté géographique, 4 joueurs du bout du monde, bon, pas de problème, hein. Vous pouvez nous transmettre un résultat de partie où vous soyez. Et encore une fois, si le cadre narratif est assez strict, vous avez un fleuve particulier pour la campagne, etc., il faut que ça se passe dans le secteur vénétien, évidemment. Sinon, vous n'y participez pas, ça ne nous intéresse pas. Mais si ça se passe dans le secteur vénétien, niveau règles, en revanche, niveau format, niveau mode de jeu, alors là, mais carte blanche, vous êtes 100% libre. Vous jouez en Crusade, en jeu égal, que sais-je, même vous jouez à la seconde édition ou la 3e édition de Warhammer 40 000, ça nous va, quoi. Ça nous va. L'idée, c'est, bon, vous jouez comme vous aimez, même dans le du secteur kill team, vénétien. hein. Du kill team, Avec des forces, quelque chose de politique, quoi. Faut que ce soit cohérent, en fait, aussi.
D'ailleurs, c'est très bien parce que du coup, ça permet de bifurquer sur la question de Lunarciel qui demande euh, comment les games de JDR sont intégrés à la campagne. Alors, c'est très simple. Comme le reste, à peu près. En fait, suivant le jeu auquel vous avez joué, vous allez remporter un nombre de points de victoire différent. Le plus simple, pour Warhammer 40 000, le nombre de points de victoire remportés pour une bataille de 40K est égal au nombre de points d'armée de la bataille. Donc si on fait une partie en 2000 points, Tim et moi, et qu'il gagne, il rapporte 2000 points à son camp. Et son compte de score de joueur est également à 2000 points. Quoi. Si c'est en 1500 points, c'est 1500 points. Bon, vous avez compris. Necromunda, ce sera 100 points. C'est du petit, hein, je veux dire, franchement, des escarmouches entre ruchiers, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le secteur. Hein. Kill Team, ce sera 400. On a décidé de booster un peu le score de Kill Team pour cette édition en partant de l'idée suivante. Oui, techniquement, c'est même à peine 200 points en termes de points 40K, les effectifs d'une Kill Team, mais les Kill Teams sont généralement déployés sur des zones comment dirais-je, qui ont un gros impact en fait stratégique ou tactique, plutôt tactique. Le but, c'est de mettre en avant la guérilla, quoi. C'est ça. Oui, voilà. C'est un souci de au niveau du temps, tu peux faire 3 parties de Kill Team pendant une partie de 40K, donc bon, ça met un petit peu les compteurs, ça équilibre un peu. Et en même temps, c'est représentatif, narrativement parlant, ça c'est un truc qui nous tient à cœur aussi. C'est représentatif de l'échelle du jeu quand même. La Kill Team, c'est vrai que c'est du 400 points. C'est 2 fois plus que sa valeur en points dans 40K, hein, à peu près. Mais en même temps, ils sont là en train de saboter, recueillir des renseignements précieux, pirater, bon bref, tout ce genre de choses qui sont très importantes par rapport au peu de figurines engagées, quoi. Et donc, pour répondre, parce que c'était ça la question initialement pour le JDR c'est très simple. Ça rapportera par session accomplie par les joueurs de 0 à 2000 points à la discrétion du maître de jeu. C'est lui qui le détermine. On laisse cette liberté-là au maître de jeu d'aller de 0 à 2000 points pour chaque scénario accompli par les joueurs. Voilà. Alors 0, c'est raide quand même. Je pense que ça veut dire que l'ensemble des joueurs... y a beaucoup de feuilles de personnages à rayer et à recommencer à 0. Les mecs sont tous morts. Et 2000 points, pour donner une idée en termes d'accomplissement, c'est l'équivalent d'une partie de Warhammer 40 000 de 2000 points, quoi. D'une bataille de 2000 points. Donc c'est quand même un gros... Pour placer ça dans du JDR, c'est plutôt quand on joue à Deathwatch et que la Deathwatch fait un truc monumental, quoi. La conclusion d'une belle aventure, on va dire, de JDR ou ce genre de choses. Voilà. Si on a un peu d'errement au niveau des maîtres de jeu pour les jeux de rôle, où ils se plantent un peu, soit ils mettent pas assez de points, soit ils en mettent vraiment trop par rapport aux aventures qu'ils partagent avec nous, on les recadrera individuellement, en disant mets en plus ou mets en moins, franchement, par rapport à ce que tu mets en scène comme aventure, soit c'est plus important, soit c'est moins important. Comme ils seront pas très nombreux, je pense, on en a eu 2 dans la première campagne, pour les JDR, on verra au cas par cas avec les maîtres de jeu, quoi. Mais voilà, dans l'idée, c'est aussi simple que ça. Alors on a deux questions qui sont très intéressantes. La première c'est alors Ebara qui nous demande et si on joue en points de puissance. Bon ça c'est facile, les points de puissance c'est faux, tu x10 et t'as la valeur en points. Dans le livre V9 c'est comme ça que c'est présenté. Donc on arrivera à s'en sortir. C'est ça. Je précise juste, il y a un coefficient multiplicateur entre le point de puissance moyen et le point d'armée, effectivement. C'est vrai qu'en V8 il était de 20. C'est-à-dire un point de puissance, ça valait 20 points d'armée, en moyenne. Curieusement, dans ce qu'on voit de la V9 jusqu'à présent, parce que Timmy a bien relevé, ça correspondrait à 10 points. En tout cas, dans les parties recommandées, 50 points de puissance, ça équivaut à 500 points. Alors, à creuser un tout petit peu, pour l'instant, j'ai mis 10 points. C'est-à-dire que vous multipliez par 10, en fait, les points de puissance, pour obtenir votre score en équivalent point d'armée, quoi. J'attends de rentrer à Paris pour creuser un peu plus le bouquin, essayer de voir, même à travers les datasheets Indomitus, si ça a la moindre cohérence, cette histoire ou pas. Ça me paraît bizarre, moi. 10 points pour un point de puissance.
Quand tu vois les datasheets de Space Marine très forts à seulement 5 points de puissance, je sais pas, 50 points, ça me paraît peu, quoi. Enfin bref. Donc, on va juste ajuster ça avant samedi, là. Et voilà. On a Arcadine, sinon, qui demandait une question qui m'intéresse beaucoup, ça c'est est-ce qu'il y a déjà des maisonnées de Chaos Knight qui ont été repérées dans le secteur? Non, il y en a qui sont venus au cours de la première campagne, disputer, enfin, parmi les hostes, on va dire, chaotiques, il y a des chevaliers du chaos qui sont venus, mais il n'y a pas d'host chevaliers du chaos résidant dans le secteur Venexian. Ils peuvent venir qu'en tant que conquérants. Caelonia est un monde chevalier, en plus d'être un agrimonde, mais il compte 2 maisonnées, fait rare, hein, 2 maisons de chevaliers, ce qui n'est pas commun. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 fois plus de chevaliers que sur un monde chevalier traditionnel, ça veut juste dire qu'ils sont divisés en 2. Et de très nombreux baronnets et autres petits nobles qui ont un tout petit domaine à défendre et qui sont indépendants, quoi, des 2 maisons. Maintenant, la corruption chaotique peut s'immiscer chez un des chevaliers résidant sur Caelonia, ça on peut l'imaginer. Voire qu'une petite maisonnée ou un petit clan de comtes ou de barons, de ducs, finalement, ils décident de passer de l'autre côté, quoi. Il faut regarder la vidéo fluff de la campagne, et la partie sur Caelonia te renseigne vraiment sur la situation des chevaliers dans le secteur vénexien, quoi. Alors, tac. Quelles sont les restrictions en termes de rencontres? Je parle ici de match-up. Par exemple, Inari versus To, ce sont 2 factions qui ont peu à faire dans le secteur vénexian. Alors, en termes de factions et des choses comme ça, il n'y a pas de limitation dans cette campagne-là. On a aussi un fluff qui, même s'il met l'accent beaucoup sur les Nécrons, sur le triptyque Nécron, Chaos, Imperium, et par ailleurs les Zélotes, hein, ça met surtout l'accent là-dessus. Malgré tout, on a le passage dans la cicatrice malédictum qui est élargi par les Nécrons, hein, d'une manière étrange, et moult vaisseaux qui émanent de l'Imperium Nihilus vers le secteur vénexien pour traverser la galaxie et rejoindre l'Imperium Sanctus, comme il s'appelle maintenant, par opposition à l'Imperium Nihilus. Donc, il n'y a pas de restriction de faction, aucune. Après, c'est à vous et vos adversaires de créer une aventure qui vous parle là-dedans, quoi. Il faut que, au maximum de vos possibilités, ce soit une aventure qui résonne en vous, quoi. Donc, trouvez une raison pour votre armée de se pointer dans le secteur vénexien à ce moment-là. Est-ce qu'ils essaient de rejoindre l'Imperium Nihilus depuis l'Imperium Sanctus ou inversement? Est-ce que... inventez votre raison, quoi. Le truc qui vous correspond. Est-ce que la Noctilite contenue dans Rutilia les attire aussi? Tout ça. Voilà. Il y a une précision que je dois apporter. Au niveau des comptages de points, on ne vous demande pas plus que juste renseigner le nombre de points de la partie, le jeu joué, blablabla. Votre adresse mail, vous recevrez un accusé de réception du compte-rendu par mail, tout ça. Mais c'est juste des petits renseignements factuels. Par contre, dans la section du site qui sera compte-rendu narratif, là, on se réservera le droit de ne pas publier les participations qui ne nous plairaient pas. C'est comme ça. Ça veut dire que il n'y aura pas de tolérance pour les figurines non peintes, non achevées, les décors non faits, enfin tout ça, ça passera pas dans la partie compte-rendu narratif. On veut pas de plastique gris, on veut pas de sous-couche apparente, on veut pas de choses comme ça, par exemple. Et ce qui serait fluffiquement beaucoup trop excentrique ou beaucoup trop en dehors des jalons du Warhammer 40 000 auquel l'espèce de dénominateur commun auquel tous les joueurs sont habitués, la base, la saveur de 40K, tout ce qui serait trop éloigné, trop en dehors des jalons vraiment, ne paraîtra pas non plus dans les comptes rendus narratifs vidéo mensuels. Voilà, je demanderai aux historiteurs d'être vigilants là-dessus
il y aura une forme. Les historitors, c'est voilà, à la fois de bons gars bénévoles qui vont permettre de faire en sorte que vos, vos parties, quelque part, soient retransmises sous forme de vidéo sur la chaîne, mais ce sera aussi une petite police de l'histoire pour le coup, quoi, puisque tout ce qui serait vraiment trop barré, non. Non, non. Non, non, on met beaucoup de boulot dans cette campagne. On peut pas laisser en fait passer des trucs trop en dehors des jalons de l'acceptable fluffiquement, sans quoi, par souci de tolérance, on a envie de les inclure, puis en fait, finalement, ça décrédibilise un peu et ça ternit l'image globale de toute la campagne. Il y a des gens qui vont faire des choses monstrueuses, excellentes pour cette campagne, je le sais déjà d'avance, ils m'en ont mis au courant. Si à côté de ça, on a du grand n'importe quoi de l'autre côté, je ne vais pas vous donner d'exemple, quoi. J'ai un peu la flemme de faire l'effort d'imagination, mais ça passera pas dedans. Ce sera comptabilisé en termes de points, parce que c'est une partie tout à fait légale, parce que c'est une partie qui se fait avec l'accord de votre adversaire, il n'y a pas de problème, etc., etc. Ça ne nous regarde pas, c'est équilibré, c'est net, c'est précis, c'est bien. Vous êtes en accord avec votre adversaire au niveau règles, c'est tout ce qu'il nous faut. Nous. Mais, en termes de fluff, on fait pas semblant de venir se raccorder au secteur Venexian juste pour avoir un peu de visibilité, un peu de vue, pour être voilà, gratter de la notoriété, être un peu opportuniste, à montrer ces trucs alors que ça n'a rien à faire là. Voilà. Ça, bon. Après mûre réflexion, la décision a été prise. Il faut une forme de police de la pensée quand même à ce niveau-là, sinon ça partira trop en live. Voilà. On a Oprog qui nous dit par exemple Napoléon Eldar sur licorne. Ce qu'on avait vu exactement pendant les live Wargaming Quest. Oui, par exemple, oui. Comment il s'appelait déjà, Eldari Bonaparte sur sa licorne. Oh, je sais plus, c'est un bordel. Enfin, c'est plein de réalisations glorieuses de la part de Sanka qui avait fait ça, qui fait des Eldar magnifiques. Mais ouais, Eldari Bonaparte, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin, c'est le nom qui cloche. Hein. Le reste, bon, ça va. Thibaut Terrier, il nous demande si je comprends bien. On peut rejoindre la campagne n'importe quand. Si nos armées ne sont pas finies, on peut commencer par de petites parties et ajouter des renforts au fur et à mesure. Exactement. C'est parfaitement résumé l'esprit de la campagne. C'est justement pour ça que ça dure 1 an. L'idée, c'est ça. C'est que justement, si tu as déjà une armée existante et que tu veux jouer avec telle quelle, tu peux, c'est parti. Hop, tu rajoutes des trucs dedans si tu veux, mais tu n'es même pas obligé. Et si tu veux démarrer un projet de zéro, par exemple, au hasard, si tu veux faire les fous du volant, là, les zélotes, bah c'est parti, en fait, tu démarres, tu te lances, tu prends ta première boîte, tu fais ta première escouade, tu te lances, tu fais une partie de kill team, et après tu rajoutes d'autres unités, d'autres escouades, et petit à petit tu montes pour faire une partie un peu plus grande, 500 points, 1000 points Warhammer 40 000, etc. Jusqu'à avoir une armée complète, faire du 2000 points. Et ça, tout au long d'une année. Et c'est exactement la logique du truc. Falken Zoé demande: si on affronte un joueur qui ne participe pas vraiment à la campagne, mais qui est d'accord pour être compté dans la campagne, est-ce que ça compte? Oui, ça compte, mais veillez à faire en sorte que le plus vite possible, il rentre dans votre délire, parce qu'en fait, voilà le truc. Et je sais que c'est un cas de figure qui s'est présenté dans la première campagne, ça. Et je me demande un peu comment on peut laisser ça se produire, mais admettons. Vous avez un adversaire qui joue avec vous. Au début, peut-être qu'il connaît pas Planet Wargame, peut-être qu'il peut pas blairer nos tronches accessoirement, c'est possible. Il est pas dans le contexte initialement. Introduisez-le à ce contexte-là. Je veux dire, franchement, c'est une vidéo de 15 minutes à regarder, quoi. Je veux bien qu'on me dise j'ai la flemme de me taper un bouquin de 100 pages pour une campagne, mais c'est une vidéo de 15 minutes à regarder. Ouais, essayez de le gagner à ce contexte-là, parce que nous, ça ne nous pose pas de problème, en fait, en fin de compte, que vous jouiez avec un pote avec qui vous êtes d'accord pour jouer, tout ça. Comme il le dit, Falken Zoé, en restant bien sûr dans le contexte et le fluff de la campagne, c'est très bien.
Mais je me mets dans votre peau, je me dis quelle tristesse, quelque part, de, de jouer vraiment en deux temps comme ça. De jouer sur deux plans différents. Les deux joueurs sont dans des dimensions parallèles, en fait, dans leur tête. Il y en a un qui fait une campagne, et l'autre n'est pas au courant, quoi. Quelle étrange situation, en fait, quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah, C'est c'est très même si vous avez particulier. votre meilleur ami qui est poutreur parmi les poutreurs, top 3 classement mondial sur T3, très bien, pas de problème. Et mettons, c'est vraiment la dimension dans laquelle il s'éclate. La, le narratif, ça le... Non, non. Très bien. Mais à minima, introduisez-le un petit peu juste au contexte de la campagne, gentiment. Faites-le vous-même, comme ça, a cappella, vous lui faites le topo en 20 secondes, ou alors, balancez-lui la vidéo. Parce que finalement, ça lui coûte rien si vous jouez sur un terrain d'entente, pas avec des règles hyper narratives, mais avec des règles qui lui correspondent à lui. Ça change pas de sa partie habituelle, certes, mais ça lui coûte rien d'ajouter ce petit plus d'enrobage fluffy, qui fait aussi le plaisir de jouer à Warhammer 40 000. Quoi. Donc voilà, pas de problème de légalité entre guillemets de la partie, mais franchement, restez pas bloqué dans une situation comme ça, c'est un peu triste. Essayez de le gagner à votre trip, quoi. Parce que voilà, moi je m'imagine pas jouer une campagne quelque part seul face à un adversaire. Quoi. C'est un peu bizarre, je trouve, comme situation. Enfin. Alors, est-ce qu'il y aura des règles particulières maison comme lors de la première campagne? Par exemple, les règles sur les blessures / morts des personnages. Alors oui, il y en aura. Il faut savoir que toute règle, en revanche, ne sera qu'une suggestion. Nous, on aime bien ajouter des règles pour représenter la mort définitive ou les blessures de nos personnages spéciaux, enfin nos personnages qu'on a imaginés. Parce que ça donne de la saveur au truc, hein, tout simplement. Quand on sait qu'ils sont QG, il y a moyen qu'ils ne reviennent pas à la prochaine partie, qu'ils ne reviennent plus jamais. Je peux vous dire que c'est un autre degré de tension dans la partie et d'exaltation et de rebondissement. Et de ouais, Timmy, allez, tout sourire lui, tout sourire le Timmy. Ouais. Voilà. Faut quand même que je vous raconte que il y a pas si longtemps que ça, pour mon anniversaire, il m'a offert un t-shirt avec avec mon inquisitrice Bianca imprimé dessus, quoi. Bon. Je peux vous dire que des mois après, la douleur est toujours réelle, quoi. La douleur est toujours réelle. Sans état d'âme. Sans état d'âme, le mec. Le t-shirt Bianca. Petite Bianca partie trop tôt, là. Pour mon anniversaire. Enfin. Donc. Mais, quelque part, si je suis honnête, je voudrais remplacer ça pour rien au monde. Le fait de faire mourir ces personnages, ça donne un peu un autre enjeu, quoi. C'est pas la partie... allez, 1850, Maelstrom, pouf pouf, tac, bon, on retourne à la mallette, on se voit à la prochaine, je ferai mieux la prochaine fois. C'est non, là, voilà, ça tressaille autour de la table. Il y a du suspense, il y a un truc. Enfin. Donc, oui, putain, je m'égare à chaque fois, c'est ouf. Captain Digression, quoi. Du coup, il y aura des règles perso en plus. Suggérer, voilà. Par contre, ne vous attendez pas à autant que la première campagne. Parce que le retour d'expérience a été aussi qu'à faire un compte-rendu de campagne hebdomadaire et à ajuster les règles en fonction des résultats de la semaine. Bien que sur une campagne de 3 mois, on puisse se dire initialement qu'il y a besoin de revirements, d'actions et tout, c'est trop rapide par rapport au tempo de 40K. Les joueurs jouent peu, les joueurs jouent difficilement, et les joueurs préparent leur partie longtemps à l'avance. Et ajouter des règles spéciales thématiques du moment, en les changeant toutes les semaines pour refléter la tournure de la campagne, c'est trop rapide pour que les joueurs puissent ne serait-ce qu'effleurer ces règles-là et les mettre en application. Donc, il y aura des petites règles pour les morts de personnages, tout ça, qui seront suggérées dès le début de la campagne, et il y aura comment dirais-je,
les règles un peu plus saisonnières, on va dire, pour tenir compte de l'évolution de la campagne, qui elles auront lieu tous les 3 mois. 4 Et est-ce phases. est-ce que ces règles maison finiront en lion? On voudrait savoir, Charles B. Pas mal. Pas mal. Hmm. Alors sinon, Novaster demande est-ce qu'on ne peut pas jouer de perso nommé du coup, comme dans la première? Donc Ouais, pas on va d'Abaddon maintenir ça. dans une escarmouche. J'ai oublié de le préciser ce soir. Oui, oui, on va maintenir complètement ça, ouais. Ouais, ouais. Aux grands dames de certains, vraiment, enfin, on le sait. Mais on y tient. On y tient, c'est important. C'est les seuls personnages nommés de Warhammer 40 000 qui seront autorisés dans la campagne Venetian Sector 2 seront les personnages issus du codex Démons du Chaos, parce qu'on les considère de nature immatérielle, en fait, fondamentalement, et donc voilà, le temps, l'espace sont des notions très relatives pour eux, et on imagine très volontiers que un Kairos ou un, comment dirais-je, Karn. non, le nom que t'aimes bien gueuler là, Rotigus, Moby Dick. ou, ou, Rotigus. Ah ouais, j'aime bien gueuler beaucoup de noms aussi comme ça. ouais, Rotigus, voilà, ou autre, puissent être présents donc de manière concomitante à 2 endroits différents de la galaxie. Ça nous choque pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Puisque, voilà, le temps, le warp, tout ça, ça devient très relatif, quoi. Ainsi que un autre personnage qu'on va ajouter, en plus des démons du chaos, la démone de l'Imperium, Sainte Célestine. Ouais, pour une bonne mesure. C'est plus une apparition, un concept, la sainte vivante. Elle est là, elle est pas là. Bon, Célestine au secours, tout ça, tout ça. Donc, elle, Alors c'est pas quoi. ouais, vous aurez toute licence de jouer Sainte Célestine ou des personnages spéciaux démons du chaos, mais c'est tout. Pas de Gilliman, pas de Typhus, pas de... voilà, j'en passe et des meilleurs. Pas de Zarek, le roi silencieux. Ouais, voilà. Pas de Psartek, le roi silencieux, Mais après, pas de trucs. enfin, moi si je peux vous donner un conseil par rapport à tout ça, c'est vraiment servez-vous-en comme d'une motivation en fait, comme d'une excuse pour justement vous crafter, vous fabriquer votre propre QG perso qui vous fait kiffer. Pour toutes les armées, vous avez la possibilité de convertir ou même de partir sur une base de figurines qui existe déjà et de lui inventer son propre fluff. Enfin, si vous jouez dans une dynastie Zarek, vous jouez pas le roi silencieux en QG d'armée, ou vous jouez pas Illuminor Zeras ou quoi que ce soit, mais vous jouez un Overlord ou une figurine, un Cryptek ou que sais-je, et vous lui inventez son propre fleuve, vous lui donnez un nom, vous lui buildez tout son truc, et sa raison pour laquelle il se trouve dans le secteur Venexian et pour laquelle il va se battre à cet endroit-là. Et ce sera franchement bien plus intéressant que de vouloir faire une partie où vous allez balancer, je sais pas, Gilliman ou Zarek ou n'importe qui en fait comme ça dans votre partie quoi. Ouais, complètement. Complètement. Pour nous, c'est. Il n'y a pas de règles gravées dans le marbre hein, pour jouer comment dirais-je, en narrative d'une manière qui vous plaise. Mais celle-ci, pour nous, c'est quand même vraiment un peu un prérequis. Il n'y a pas plus tue l'amour que les personnages nommés d'une importance considérable à l'échelle de la galaxie qui viennent s'incruster dans vos parties. Ça, c'est Bah ouais, enfin. direct l'implication, ça retire direct les enjeux. Tu peux pas faire mourir un personnage tel qu'un Primarque, même n'importe quel personnage en fait, garde impériale, tout, chaos. Tu peux pas faire crever Garn et j'en passe des meilleurs quoi. Belisarius Cole, tout ça. Donc, si la figurine s'y prête, jouez la figurine, jouez-la avec ses règles, vous avez le droit, mais trouvez-lui un nom et un background personnel. Si vous trouvez que la figurine est trop personnelle du personnage spécial, il ne s'y prête pas, c'est le moment de dégainer un personnage sorti derrière les fagots, votre propre petit Arc Magos, votre propre petit capitaine, votre propre colonel, votre propre
Colonel. que c'est. Bon. Voilà. Je précise, on a le droit d'utiliser les règles des personnages spéciaux, ça ne perturbe et ne dérange en rien la campagne, mais on n'a pas le droit d'utiliser les personnages spéciaux pour ce qu'ils représentent dans le fluff. Sinon, 2 semaines de campagne Venetian Sector, et on a 4 Gilliman dans la galaxie, dont un qui meurt à chaque partie, mais curieusement, il est quand même présent là, et sur d'autres théâtres d'opération. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Donc, toujours pas de personnages spéciaux. À part la Sainte Vivante et les démons. Vous l'avez dit. Vous voyez, on s'est ouvert un petit peu. Quand même. Quand même. Tiens, Charles B nous pose une question qui est vraiment intéressante. Est-ce que les schémas des armées du secteur Venexian seront disponibles quelque part? Par exemple, les sœurs de bataille ou le Mechanicum de la planète de Venexia. Alors, il n'y a pas encore de section attitrée, mais j'aimerais bien qu'on puisse les ajouter sur le site, effectivement. Les schémas officiels des forces locales du secteur, ouais. Parce qu'il y a des idées déjà bien arrêtées. Les Skitarii de Rutilia sont bleus, comme vous avez pu le découvrir dans la vidéo fluff de la campagne. Vince a débloqué depuis le skill changer de couleur sur Photoshop, et il ne s'en prive guère. C'est très sympa comme fonction. Bref. C'est que des blackface. Donc, les Skitarii de Rutilia sont bleus, un beau bleu électrique, et bronze, bleu et bronze. On sait déjà que les sœurs de bataille de la lune Selenia autour de Santarcus seront blanches et un violet un peu lilas. C'est Drix qui est aux commandes sur ce projet, d'un commun accord. La couleur des sœurs de bataille propres à Santarcus n'est pas encore déterminée, même si comme ce sera sûrement mon schéma, je préférerais que ce soit une armure noire, mais bon, à voir. Et voilà. Et puis il y a mes petits lions de Santarcus, évidemment, qui sont toujours là. Et comme force locale, c'est tout. Les Primo Greens, mais les Primo Greens peuvent être de différentes couleurs. Comme force vraiment particulière locale. Je pense que d'autres participants voudront apparaître ou réapparaître pour soumettre vraiment l'idée d'entériner dans le secteur et de donner une visibilité à un projet d'armée en tant que force locale du secteur, quoi. Je pense voilà, des armées, les Toscans, les machins, enfin bref, pour les planètes secondaires et autres. Donc voilà. Mais ouais, j'aimerais bien les mettre quelque part, sous forme de figurines ou sous forme d'artwork paint ou je sais pas, mais voilà. Voilà. Il y a Guldur qui demande, mais les lions de Santarcus ne sont pas tous fait corrompre par Zinch à force de flirter avec le Warp et Kairos? Je vois pas de quoi tu parles. Kairos et le Warp, c'est une histoire ancienne. C'est une victoire déjà ajoutée au compteur depuis longtemps. Non, glorieuse campagne militaire menée avec brio contre les démons de Tzinch. Ça s'est bien passé. À noter qu'on a fini par le virer, le Kairos, quand même, dans les Minati. Après la campagne Venetian Sector. On a fini par le virer. Le rebooter dans le Warp pendant 100 siècles. Bon, à grand prix, du reste. Et on a réussi à le virer. Après, c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'expositions, tout ça. Pas mal de contacts. Bon. Doctrax Production demande, est-ce que pour les lions de Santarcus, ils ont des règles / codex spécial uniques? Car j'ai pas réussi à en trouver. Non, mes petits lions de Santarcus, je les joue comme des Mordians, avec le Codex Garde Impériale. Tout simplement. J'utilise vraiment le Codex Garde Impériale et je joue la tactique, la doctrine de Mordia. Ça leur correspond bien, je trouve. C'est la mort qui t'a assassiné, Mordia. Et si d'autres personnes veulent jouer cette armée, c'est avec plaisir, bien sûr. Je vais filer des conseils de conversion, bits à utiliser, tout ça. Normalement, alors, ça on en a parlé qu'au soutien du chapitre pour l'instant, on n'en a pas encore parlé publiquement. Vous aurez le plaisir aussi de découvrir des vidéos de Gandilf qui
qu'on a déjà invité de nombreuses fois sur la chaîne pour présenter le codex Primo Greens, tout ça. Des vidéos Adeptus Converterum qui auront vocation à être des sortes de tutos de conversion. Tuto conversion, et en plus, non seulement le format et ce qu'il nous a montré, tout ça, c'est super sympa, mais en plus, il aura le bon goût de les adapter à la campagne Venetian Sector pour proposer des conversions thématiques. Et ça, j'aime autant vous dire que ça va envoyer du bois, quoi. Donc les Lions de Santarcus font partie de son programme. Faut que je lui envoie des pièces et il fera un tuto conversion Lions de Santarcus pour ceux que ça intéresserait. Mais aussi plein d'autres choses assez glorieuses. Je veux pas spoiler en avance les sujets des vidéos de conversion, mais ça, franchement, l'avant-goût qu'on a eu, nous, c'était hyper sympa. Donc ça va être une tuerie, je pense. Voilà. Bon, est-ce que les primarques démons sont considérés comme des démons et du coup on peut jouer on peut les jouer ou pas? Non, non, non. Ils sont pas dans le codex démons du chaos. Non pas que ce soit la raison fondamentale de cette décision d'exclusion de règles, mais ils ont trop d'ampleur Fluffy, ils sont trop chargés historiquement, ils ont trop d'importance et d'impact pour qu'on les autorise. Puis surtout, encore une fois, ce qu'on va voir la semaine suivante, ça va être 5 Mortarion et 4 Magnus quoi, sur les champs de bataille. C'est trop. C'est trop... c'est un tue-l'amour quand même. C'est un tue-l'amour. En fait, l'idée c'est surtout enfin, je vais me répéter, mais c'est aussi une manière de vous pousser à inventer vos propres QG et à vous investir plus en fait là-dedans, quoi, dans la campagne, et à vraiment utiliser ça comme une manière de personnaliser vos armées, personnaliser vos QG, saupoudrer juste un peu de fluff si jamais vous avez, c'est juste la première fois que vous voulez toucher à ça. Et c'est vraiment utiliser ça. Je trouve ça vraiment intéressant. La puissance du Venexian Sector, c'est que vous avez il y a de la place partout, parce que c'est un secteur qui est très grand. Et vous avez du coup des opportunités de liberté par rapport au fluff, de création en termes de figurines, d'armées, de petits morceaux d'histoire, etc. partout. C'est-à-dire que vous voulez faire une armée juste avec des Imperial Knights, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Il y a la place sur toutes les planètes pratiquement. Vous avez même une planète qui est dédiée où justement cet espace il est là. Et vous pouvez vous laisser libre cours à votre imagination. Vous avez des ruchiers, vous avez toutes ces choses-là. Vous pouvez vraiment faire ce qui vous plaît. Donc partez là-dessus. Servez-vous de ce cadre justement pour vous éclater plutôt que de vouloir absolument utiliser Magnus, les Manrus ou n'importe quel autre personnage nommé, quoi. Oui, tout à fait. Je vois une question alors, qui a été résolue par Drix, mais je vais quand même la lire parce qu'elle peut être intéressante pour tout le monde. La question d'Arcadine qui dit « Je joue Space Marine du Chaos et Chevalier du Chaos. Dans mon fluff, ils sont alliés et viennent pour des raisons proches. » D'accord. Puis-je jouer les deux armées de manière indépendante durant la campagne? Alors oui. Alors surtout ce qui est question de puis-je jouer plusieurs armées, puis-je jouer plusieurs armées différentes, etc., etc. La réponse sera toujours oui. Là on part sur un an de campagne. Il est évident qu'en un an, le joueur moyen de 40K, il y a de fortes chances que pendant 6 mois il a envie de jouer ses démons, puis finalement, après il a envie de jouer ses orques, etc. Ou alors tout simplement il joue garde impériale contre son pote qui joue, disons, Drukhari. Et puis finalement, quand il joue avec un autre pote qui lui va jouer, je sais pas, disons, Space Marines. Space Marines contre garde impériale, ça l'éclate moins, avec son régiment de garde impériale loyaliste. Donc c'est là qu'il va sortir ses orques à la place de la garde impériale, quoi. Tout simplement. Parce que ça fera une meilleure confrontation avec un autre joueur, quoi. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir juste une chose, c'est que
comment vont être comptés les scores? Cette fois-ci, on rend le truc public. On voulait vous affranchir de cette dimension-là pour éviter le power gaming ou ce genre de choses la dernière fois, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Ça suscite plus de questions qu'autre chose. Donc ce sera public. Je vous ai dit par exemple une victoire à une partie de Warhammer 40 000 en 2000 points, ça rapporte 2000 points. 2000 points à votre armée, pas en tant que joueur, à votre armée. Et on additionne les points de toutes les armées d'un camp pour obtenir le total du camp. Donc les 3 camps seront les défenseurs, classiques, les envahisseurs, alors ça englobe tout ce qui n'est pas défenseur, et puis le 3e petit camp en plus, le camp parasite, le camp qui sera moins nombreux forcément, mais qui jouera quand même bien le trouble fait, à droite à gauche, à taper et sur les uns et sur les autres, les zélotes. Défenseurs, envahisseurs, zélotes. Donc par exemple, 10 joueurs impériaux remportent 10 victoires en 2000 points, à 40 000. Chaque joueur a 2000 points sur son compte d'armée, et le camp impérial dans son ensemble a 20 000 points. 10 fois 2000. Voilà. Et on regarde à la fin quel camp a au bout de 3 mois, en tout cas à chaque phase, quel camp a le score le plus élevé. Ça détermine le contrôle sur la planète. Et après, on regarde aussi, au sein de ce même camp, la répartition des factions s'il y a lieu. Si c'est les envahisseurs qui contrôlent 60% disons, Rutilia à partir de la phase 2, Rutilia appartient désormais aux envahisseurs. C'est un monde que les défenseurs doivent reconquérir. C'est plus leur monde. Mais c'est là où on va s'intéresser. Mais plus chez nous ici. Aux détails du camp des envahisseurs. À regarder, ah bah d'accord, donc sur les 200 000 points qu'ils ont accumulés, il y a 80 000 points de Necron, c'est énorme. Il y a 20 000 points de chaos, et il y a tout le reste, c'est une répartition un peu égale entre différentes armées Xenos, quoi. Donc voilà, les envahisseurs remportent cette planète, mais le rapport de force devient majorité écrasante de Necron, un peu de chaos, un peu de Xenos, quoi. Bon, donc c'est là où on va s'intéresser au total de chaque truc. Du coup, quand vous faites des parties au sein d'un même camp, et vous en avez tout à fait le droit, et ce sera bénéfique, par exemple Necron contre chaos, typiquement, ça rapportera des points à votre armée, mais ces points-là ne seront pas comptabilisés dans le total du score de votre camp. Parce que c'est des batailles un peu, comment dirais-je, qui amènent la division, quoi. Qui amènent la division. Si les Necrons et les chaotiques font que se foutre sur la gueule, les impériaux n'ont plus rien à faire, quoi. Ce qui est parfait. Donc ça augmente le score de votre faction au sein de votre camp, mais ça n'augmente pas le score de votre camp. Ce qui donne une dimension intéressante et subtile aux batailles que vous déciderez de disputer, quoi. Oui. C'est-à-dire, oui, clairement, affrontement entre Xenos, entre chaotiques et trucs comme ça, vous augmentez le score de votre faction, de votre armée, ça vaut le coup, mais ça n'augmente pas votre score face aux impériaux, quoi. Donc, attention à la division, et en même temps, attention à trop laisser un camp être majoritaire au sein de... Enfin, une faction être majoritaire au sein d'un camp. Sinon, à la fin, c'est eux qui rafleront la mise, quoi. Donc voilà l'idée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous annoncer ? À la fin de chaque phase, donc les phases de 3 mois, on aura 3 champions par jeu. On aura 3 champions par jeu. Donc les jeux seront Necromunda, Kill Team, Warhammer 40 000, Battlefleet Gothic, Epic, Apocalypse, etc. Et on aura 3 champions, qui sont tout simplement les joueurs ayant totalisé le plus de points, de victoire. 3 champions au sein de chaque jeu. Donc 3 champions dans l'espace, pour BFG, 3 champions au sol à travers Warhammer 40 000, etc. Dont un grand champion, voilà. Les 3 champions seront 3 champions de chaque camp, le meilleur de chaque camp, et le grand champion parmi ces trois-là sera à chaque fois
le joueur qui a le plus de points, en fait, dans ce jeu-là, quoi. Donc voilà, comment dirais-je, le petit prix à conquérir d'un point de vue personnel, en plus. En plus. Et pour certains jeux, bah, ma foi, ce sera essentiellement vous et vos potes, parce que je pense qu'on n'attend pas énormément de joueurs de Necromunda. Ils sont vraiment les bienvenus, on les accueille à bras ouverts, mais sur la première campagne, il y en a eu 0. Il y a eu plein de joueurs de Kill Team, mais il n'y a pas eu de joueurs de Necromunda, franchement. Donc voilà, quand vous jouez à 3-4 à Necromunda, il y a de fortes chances que les champions, ce soit vous, puisque ça se dispute entre votre cercle de jeu, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme question, mon Timmy? Bah là, on commence à toucher à la fin. On avait Romain Brixtel qui demandait est-ce qu'il y a des points plus axés au bi, par exemple. J'ai pas un bataillon, ça donne des renforts pour la faction, ou l'arrivée de troupes, ça donne des points pour la faction. Non, on a décidé de pas comptabiliser, C'est que le jeu. pas comptabiliser de points pour le modélisme, ouais, que le jeu, ouais, que le jeu. Bon, déjà pour vraiment pas un peu dénaturer comment dirais-je, vraiment la finalité du truc qui est vraiment les parties. Les parties, ça sert à jouer, quoi. Mais aussi parce que on n'aurait pas les moyens en fait derrière de gérer le format vidéo qui rendrait justice à tous ces ajouts d'unités terminées, en fait. On va faire un live spécial Zélote, voilà, parce que le sujet est suffisamment limité pour qu'on puisse s'y consacrer. Et, tu vois, voir l'ensemble quand même de ce qu'il y a à voir dans le mois au niveau des projets des participants et tout, parce que c'est vraiment sur une faction très précise où il y aura une minorité de joueurs qui nous suivront. Mais on peut pas passer en revue tous les projets peinture de tous les participants durant toute l'année. Ça, c'est pas possible. Ça demanderait trop de temps, trop de live, trop peu de vues. On le sait. On le sait, voilà. On a tenté l'expérience pendant Warhammer Quest, au demeurant de ça, alors ça a passionné une toute petite partie de l'audience de la chaîne, mais on retrouve pas le reste de l'audience de la chaîne sur ces contenus-là. Les espèces de live, de review, de figurines des abonnés, quoi. Ça plaît énormément à un peu, mais la grande majorité est indifférente à ce type de format de vidéo, en fait. Ça reste un excellent souvenir, mais on va pas consacrer notre temps qui est déjà, comment dirais-je, qu'on n'a pas en quantité suffisante déjà pour gérer tous nos projets. On va pas le consacrer à ça. Donc voilà pour ça, pourquoi on n'attribue pas de points pour la peinture, parce que sinon, voilà. Si on fait pas de vidéo dédiée pour montrer toutes les réalisations de peinture, les joueurs vont juste se dire ah bah il y a des points qui sortent de nulle part, on sait pas trop d'où ça vient, ce que c'est, par quoi ça se traduit concrètement, etc. Voilà. Thibaut Terrier, nos armées seront-elles limitées à une seule planète où nous pourrons nous déplacer? Vous pourrez vous déplacer. Vous pourrez vous déplacer comme vous l'entendez. Comme vous l'entendez. On mettra à votre disposition des scénarios typiques d'abordage spatiaux pour simuler l'éventuel cheminement que vous voudriez représenter avec vos amis, enfin, d'une campagne, pardon, d'une planète à l'autre. Des petites phases un petit peu spatiales même pour les armées de 40K, ça peut être sympa. Mais dans l'absolu, vous gérez complètement. Vous gérez complètement votre présence sur les planètes, etc. Vous y accordez le degré de comment dirais-je, de détail et de précision que vous souhaitez, en fait. Si vous allez faire 4 parties dans l'année, ce qui c'est une moyenne haute pour des joueurs de Warhammer 40 000, franchement. Pour les joueurs moyens, c'est beaucoup. Une partie par saison, ce sera l'occasion qui fera le larron, quoi. C'est contre qui vous jouez, de quel décor est-ce que vous disposez. C'est ça qui déterminera sur quelle planète vous jouez. Et vous ferez abstraction des 3 mois qui séparent une partie de l'autre et qui représentent les éventuels voyages spatiaux ayant pu avoir lieu pendant ce temps-là, quoi. On vous encourage vivement à le représenter, à donner un côté linéaire, en fait, à votre campagne. Avec chaque scénario fait sens après le précédent.
chaque scénario se suit de manière logique et tout, mais vous avez toute licence de le représenter comme vous voulez. Voilà. Effectivement, si vous jouez que 4 parties dans l'année, ça fait pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de sens à s'embêter avec ça, quoi. Vous imaginez l'histoire simplement pendant que les mois où vous n'avez pas joué. Je propose qu'on clôture tout ça par 3 dernières questions. Alors une première par Arcadine qui dit... dernière question pour les joueurs du bout du monde. Est-ce qu'il y a une faction Custodes particulièrement présente sur place? Sous-entendu dans le secteur, pas au bout du monde. Non. On en a eu dans la croisade Fulminata de la première campagne, mais ils sont pas domiciliés sur place, quoi. Comme rarement les Custodes le sont de toute façon, quoi. Ils ont été présents, ils ont répondu présents lors de la première campagne, mais on n'a pas de Custodes domiciliés dans le secteur, quoi. Ils jouent pas à domicile. Oui, c'est ça. De toute manière, si vous voulez... En fait, bon, tout ce qui est armée impériale peut naturellement être présent par le biais de la force Aguerris qui est évoquée dans la vidéo Fluff. C'est la force un peu la force rempart, quoi, pour garder ce passage entre les deux impériums. Donc, il peut y avoir des flottes en provenance de tout l'impérium, n'importe quel régiment de garde impériale, n'importe quelle armée impériale. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est d'implanter une armée vraiment localement sur place, contactez-nous. Si vous voulez vraiment poser vos valises dans le secteur Venexian, dire bah, mon régiment il est originaire de telle planète du secteur ou telle planète secondaire, je veux que ce soit vraiment, ils sont dessus, quoi. Les entériner de la sorte dans le secteur, les faire rentrer comme ça, contactez-nous. Déjà parce que ce sera des discussions passionnantes à mon avis, mais nous on doit s'assurer que ça, c'est pas comment dirais-je, que ça s'intègre bien dans la globalité du secteur, que ça fait sens, que ça forme un tout cohérent, intéressant, même esthétiquement, tout ça, quoi. Voilà. Par exemple, je vous le dis d'emblée, il n'y a pas de force de Space Marines domiciliée dans le secteur Venexian. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. On n'en veut pas. Tout simplement. Les Space Marines, c'est génial, on adore, magnifique, mais dans le secteur Venexian, on les préfère en tant qu'intervenants extérieurs. Ils viennent d'ailleurs et ils agissent dans le secteur Venexian, mais il n'y a pas de monde chapitral, quoi, par exemple, typiquement. Ça permet de faire un peu plus la part belle aux armées plus d'humains de base dans le secteur et de créer des rapports plus subtils, alors que le Space Marines, de toute façon, est toujours dans la mission vraiment... comment dirais-je, c'est vraiment le glaive de l'empereur, quoi. Donc il arrive d'ailleurs, il frappe là où il faut, puis il repart, quoi. Est-ce qu'une force Space Marine associée à un inquisiteur istvanien peut scorer pour les zélotes? Ouais. Alors vous avez le choix de votre camp. Vous avez le choix de votre camp, hein, dans la campagne. La faction, non, parce que la faction, bah, elle est déterminée par votre codex, hein, tout ça. Mais vous avez le choix de votre camp. Par exemple, typiquement, vous pouvez jouer Azuriani en tant que défenseur. Bon, c'est un classique. On peut pas laisser les Nécrons ou le Chaos s'emparer de la Blackstone. Malgré tout, bon, bah, ces foutus babouins d'impériaux valent mieux que le reste. S'il faut vraiment établir une échelle de valeur parmi tous ces losers, on va aider les Monkeys. On va aider les Monkeys, Eldari, défenseur, par exemple. Mais, effectivement, vous pouvez même avoir une... comment dirais-je, une force loyaliste qui, à son corps défendant, à son insu, reçoit ses ordres d'un inquisiteur dont elle ignore qu'il est istvanien ou ce genre de choses, ou orusien encore, et agit finalement pour le compte du camp des envahisseurs, à l'insu de son plein gré. Ça, c'est à vous de le déterminer, pour quel camp est-ce que vous voulez jouer votre armée, quoi. Donc, ouais, c'est pas inintéressant, Istvanien,
Force de Space Marine, Zélote, bien sûr, pourquoi pas. Ah ouais. David, toi, on a une petite dernière. Et Pour la comme route. dernière, je dois t'avouer que j'ai rien réellement trouvé de particulièrement intéressant. Du coup, je vais moi-même te poser une question. D'accord. Quelle faction perso as-tu prévu d'utiliser pour cette campagne? Est-ce que tu continues d'utiliser les Lions de Santarcus et tu vas leur adjoindre d'autres forces ou des renforts, ou bien est-ce que euh, sur quoi est-ce que tu pars? Je suis ravi que tu poses cette question parce que j'ai déjà beaucoup trop de projets pour les réaliser de manière réaliste en un an. Mais ça va pas m'empêcher d'essayer de le faire et de rater. Et de rater. Oui, mais Lions de Santarcus, je vais clairement les poursuivre. C'est une force locale, on peut difficilement être plus dans le thème. Je les aime bien. Je m'y suis attaché, ils sont sympas. Il y a plein de trucs garde impériale que j'ai pas encore dans mon armée alors que je veux les voir. Donc, ouais, je vais étendre mon armée de Lions de Santarcus. Il y a du blindé à prévoir à l'horizon. J'ai bien envie de me faire une petite mini compagnie de Lehman Russ, là. Au moins 7 Lehman Russ, un de chaque type. Ce serait vraiment cool. Et puis derrière, j'ai envie de voir du Zélote quand même. J'ai envie de voir du Zélote. On peut pas raisonnablement inventer un codex, inventer les conversions qui vont avec et tout, et ne pas les jouer nous-mêmes, je pense. Même ne serait-ce que pour servir de PNJ. Vraiment, quoi. Le tableau des rencontres, bon, c'est le tableau des rencontres, voilà, 10 zadistes énervés, là, qui pop pendant la partie de Warhammer 40 000, ça vaut le coup. Mais j'ai même envie d'en faire un peu plus. Ça m'inspire, franchement, les véhicules délirants, les trucs comme ça. Donc, ça, je sais pas. Si j'en ferais en plus de mes lions, si t'es partant pour qu'on fasse un projet commun, Timmy. Projet commun. Non. L'armée des copains. J'y crois pas, moi, au projet commun, Vince. Ah, c'est vrai que, ouais. Je connais la c'est légende, je suis pas- désolé, je l'ai vécu et non. C'est non. Tu vois, ton problème, Timmy, je pense que t'as peur de l'engagement, en fait. T'as peur de l'engagement. C'est pour ça que tu fuis comme ça. J'ai peur des idées de C'est ça merde. ton... Surtout ça. Ouais. C'est vrai que les idées de merde de projets d'armée commun où ouais, on se chauffe, on est partant, on cumule nos désirs, donc finalement on claque 800 balles de commandes sur quicommence.fr pour recevoir nos figurines, et finalement comme on est à deux, on est trop confus pour se dispatcher les tâches, on n'y arrive plus, la chaîne de commandement à deux est rompue, on sait plus quoi faire, on est vaincu par la désorganisation. Ouais, c'est un C'est à peu risque à près prendre, ça. c'est vrai. C'est vrai que J'ai jusqu'à présent, c'est vrai que c'est le destin de tous les projets communs qu'on a pu entamer. j'ai eu ouï dire qu'il fut un temps où les Lions de Santarcus avaient plus de Lehman russes. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des projets communs qui aboutissent à des scissions Voilà. vraiment. Ah bah, ouais. Si tu veux, Bah, c'est comme ça. C'est la séparation de la garde, de la Navy et des compagnies blindées par rapport aux compagnies d'infanterie. On- Ça a des répercussions réelles, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, bref. Ouais. Donc oui, j'ai envie de faire du zélote. Et même si on sait que c'est voué à l'échec, je suis partant pour un projet commun, Timmy, au cas où. Mais enfin, sinon, je ferai un projet commun tout seul. C'est pas grave. écoute, je prends ta proposition de projet commun et je vais la ranger là-bas. Elle va avec les autres. Par là-bas. Un truc. Ok, ça marche. Un espace de rangement. Et toi, mon Timmy, tu veux jouer quoi là? Parce qu'avec tout ça, j'ai tellement la tête dans le guidon, moi, dernièrement, que j'en ai même pas discuté, quoi. Je dois t'avouer que je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas et justement, il faut que je décide. Je vais probablement partir un petit peu sur mes Necrons, histoire de les sortir un petit peu. Après les avoir ressoclés en 32 mm, ce qui est en cours.
au moyen de super adaptateurs de socle. Mais sinon, après, c'est vrai qu'en fait, le fleuve du secteur me motive sur pas mal d'idées de projets comme ça qui sont assez marrantes à l'idée. Maintenant, je sais pas lesquels resteront réellement jusqu'à se transformer en vrai projet d'armée au final. Ou juste, d'ailleurs, même pas forcément d'armée, hein, mais juste de, de PNJ ou de kill team ou de trucs comme ça. Donc, on verra. On verra. Mais pour Ouais. le moment, je dois t'avouer que j'ai des idées, mais pas de pétrole. Et tu penses qu'on va conclure là-dessus? Tu penses qu'on- Voilà. c'est une fin de live, ça te va, ça? Satisfait de ton travail aujourd'hui? On va terminer en citant du Michel Sardou. Moi, ça me va. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ça me va. Ouais. J'ai vu que tu étais chaud sur les chevaliers de Caelonia, toi, apparemment. Ouais, j'avais une petite idée là-dessus. Maintenant, je sais pas si je le ferais réellement. J'avais un délire aussi. Enfin, l'idée du codex Zélote, en fait, ça se marie très bien avec l'idée que j'ai de faire plein de petites. Parce qu'il y a plein en fait d'unités de Warhammer 40 000 qui me plaisent, notamment Impérial, et que j'aimerais bien faire dans la garde, dans les Palanite Enforcers, etc. Et c'est vrai que du coup, les intégrer à la force de Zélote, euh, ça peut être marrant, euh, dans le sens bah, justement de force du secteur, mais qui se retourne contre le pouvoir. Et ça me fait marrer maintenant, du coup, de peut-être faire quelques unités comme ça, et qu'on puisse après, nous, les utiliser dans nos parties. Mais je me vois pas réellement, en fait, au final, toutes les unir sous une même armée, tu vois, à la fin. Enfin, je me vois pas les jouer telles quelles. Donc peut-être que ils seront dans notre projet commun, Vince. Je ne sais pas. Ah, ça ressemble à un début de projet commun, ce que tu me racontes, ouais. Enfin, mais j'ai l'impression de lire à travers ce que tu me dis à demi-mot que tu veux plus jouer à 40K, tu veux jouer à Kill Team, en fait, quoi. C'est ça la vérité. Je veux jouer à Age of Ah, Sigmar, Vince. ah, oh, putain. Timing parfait, Timmy. C'est le Timing moment ou parfait. jamais. Bon, enfin. Ouais. Donc, bon, vous l'avez entendu ce soir sur Planet for a Game. Allez, on sait l'impact de projet commun. C'est parti. C'est parti. Projet commun Zélote 2020-2021. On va s'éclater. Tout est à aimer là-dedans. Toutes les influences, il y a du bon à prendre et de quoi se marrer autour de la table. Ça va être drôle. Ça va être drôle. C'est, tu vois, cette espèce de mélange de disciples de Jésus-Christ, mais gilets jaunes, mais Fury Road, mais protestants, mais savonaroliens, euh, mais stupido dans le nom de la rose. C'est la moitié des sujets de nos conversations. On va se marrer. On va se marrer là-dessus. À mon avis, on va s'éclater. On va s'éclater. Enfin. Bon, bah sur ce, c'est parti. On vous dit à, à samedi hein, pour le lancement de la campagne. D'ici là, vous avez compris, un beau site en perspective, une carte spatiale comme vous n'en avez jamais eu, un Discord à votre disposition, où certains sont peut-être déjà en train de zoner, partager des photos illicites ou ce genre de choses. Donc on va aller faire un tour d'inspection peut-être sans trop tarder là-bas. Et puis voilà, formalité allégée, simplifiée, épurée. Voilà, administrativement parlant. 3-4 lignes à remplir après vos parties. Et une belle toile de fond, un théâtre d'opération pour s'éclater tous ensemble en commun à travers cette campagne, quoi. Allez. Sur ce, Et tu es merci. toujours aussi d'ailleurs le chapitre aussi que vous pouvez rejoindre pour soutenir la chaîne avec des nouveaux avantages vu que maintenant vous avez du coup les 20% au total sur qui commence.
Euh, et le prochain Stratagem, donc le prochain live réservé uniquement aux membres du chapitre, vendredi 31. Donc vous pouvez rejoindre d'ici là et vous recevrez un mail ou en rejoignant après le groupe Facebook dédié aux personnes qui sont uniquement abonnées au Tipeee, vous pourrez du coup accéder à ce live dédié où on révélera la relique. Et on parlera aussi très probablement de la campagne entre nous, parce que c'est aussi un sujet qui sera soulevé par nous et puis par les gens qui seront présents. Donc voilà, on parlera de tout ça. Tout à fait, vous avez le lien du Tipeee, il n'y a plus d'excuses maintenant, hein, même. Je veux dire, comment Ça se rembourse dirais-je tout seul. Ça se rembourse tout seul. Ah oui. Vos L'argent n'est achats pas hobby, vous remboursez la participation. Donc vos achats hobby peuvent financer Planet Wargame. C'est ça. L'argent n'est plus un argument. On a trouvé une combine argent infini, les gars. Argent infini. Tenez à Planet Wargame, vous recevez de l'argent, quoi. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on fait? On est fou. Quelque part, on est fou. Mais oui, à partir de 3 € par mois, vous soutenez la chaîne. Hein, parce que j'ai une bouche à nourrir, moi, quand même, je vous rappelle. Vous soutenez la chaîne. Et en plus, vous gagnez de l'argent pour ça. Non, mais les gars. Voilà. Et vous accompagnez deux jeunes entreprises dans le monde du hobby. Planet Wargame, d'un côté. Vos éternels serviteurs. Et Kikommence.fr, qui est le futur Wayland français. Voilà. On peut pas dire mieux. Voilà. Grosse quantité de produits, vendus moins cher qu'ailleurs. Le pied, quoi. Bon. Je crois que la question, elle est vite répondue, Vince, comme nous dit Joseph Moustaki. Effectivement, ça, je suis retenu de le faire tout à l'heure, mais... Terminons sur ça. Effectivement, on va terminer là-dessus, gentiment. Et on vous laisse gagner un max de thunes sur notre dos. Voilà. Et devenir riche ce soir grâce à Planet Wargame. Voilà. Achetez vos boîtes Indomitus, revendez-les sur eBay grâce aux 20% que vous avez obtenu grâce au pack du Planet Wargame Pack. Voilà. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao.